Yes, we are now live. Bonjour à tout le monde. Jambo Nini wote, salam alaikum, bon dia. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette session d'aujourd'hui et de vous souhaiter en tout cas à tous la bienvenue. Pour nos collègues qui font le ramadan comme Janet Salanjay, lentement et sûrement on tend vers la fin du ramadan. Et je voudrais également saluer les autres collègues qui sont connectés ce matin. Il y a d'autres collègues qui vont nous rejoindre en cours de parcours, mais nous avons déjà notre quorum parce qu'ils ont d'autres activités urgentes ce matin, toujours dans le domaine des droits de l'homme, soit au niveau des institutions nationales des droits de l'homme, soit au niveau des cours. Ces collègues vont nous rejoindre. Je voudrais également saluer nos amis de la cabine qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ces lourdes responsabilités que nous avons en tant qu'experts indépendants de faire avancer l'agenda des droits de l'homme sur le continent, sans oublier aussi de saluer Madame Lindué et tout son staff, les juristes du secrétariat, qui nous assistent dans la rédaction des documents, dans la relecture des documents, dans la circulation des documents, dans la préparation des agendas, dans la révision des notes que nous proposons. Nous voulons également leur exprimer notre sentiment de gratitude par rapport aux sacrifices qu'ils sont en train de faire pour que la cause des droits de l'homme sur ce continent puisse également avancer. Nous sommes à la 9e journée de nos activités dans le cadre de la 71e session ordinaire. Nous déclarons ainsi ouverte cette journée de travail dans le cadre de cette session. Je salue dans ce cadre-là, après avoir ouvert cette journée, les délégations des États qui sont avec nous, tout en réitérant notre vœu de voir les États nous accompagner dans ces tâches, parce que c'est eux les créateurs de la Charte africaine, c'est eux les créateurs de cet organe et des mécanismes. Ils ont aussi l'obligation de participer à nos séances, parce que c'est la structure qu'ils ont bien voulu mettre en place pour que les droits de l'homme sur le continent puissent avancer. Je voudrais également saluer nos deux partenaires qui soutiennent toutes nos sessions, les institutions nationales des droits de l'homme de tous les pays d'Afrique. Je voudrais également saluer les ONG qui sont avec nous, qui ont le statut d'observateur, et pour les INDH, le statut d'affilié. Leur présence parmi nous témoigne toujours de la solidité de ce mécanisme africain, l'unique mécanisme, le plus grand d'ailleurs, ce n'est pas un orgueil de le rappeler, nous avons le plus grand mécanisme qui peut se targuer de réunir au moins 54 pays et d'interagir au moins avec 55 institutions nationales des droits de l'homme et près de 500 ou 600 ONG. Il n'y a pas deux modèles comme ça en Afrique, aussi bien en Europe qu'au niveau du continent américain ou bien du continent asiatique. Il n'y a pas deux modèles comme ça, c'est l'unique modèle. Prenons au sérieux ce modèle et donnons-lui la chance d'aller toujours de l'avant et de ne pas rétropédaler dans les différentes causes qui sont défendues. À l'agenda d'aujourd'hui, nous allons continuer notre point 7 à l'ordre du jour, le point qui avait trait à l'examen des rapports périodiques des États. Vous savez que nous accueillons le Kenya, qui nous a présenté un excellent rapport hier. Et aujourd'hui, il est question, après avoir écouté les différentes préoccupations des commissaires, il est question pour le gouvernement du Kenya de devoir répondre. Nous accorderons au gouvernement du Kenya 1 heure pour qu'il réponde. Nous réitérons d'ailleurs à cette occasion le vœu de condoléances que toute la commission a adressé au peuple kenyan et au gouvernement du Kenya suite au décès du président Moi Kibaki. Après ça, nous allons continuer le point 3 à l'ordre du jour, la situation des droits de l'homme sous le continent, parce que nous avons encore quelques États qui
qui souhaite faire la déclaration au titre du point 3. Le taux de participation des États au point 3 à l'ordre du jour, reconnaissons-le, il est faible. Il est faible. Il y a eu très peu d'États qui viennent faire la situation des droits de l'homme sur le continent et sur leur propre territoire. Un exercice qui nous paraissait prima facie facile, mais auquel les États de plus en plus rétropédalent, sans doute parce que tenir ces réunions virtuellement, c'est de nouvelles habitudes. Les États n'y ont pas encore accordé la célérité ou bien l'importance que cela requiert. Nous espérons que l'inauguration en fin de cette année de nos sessions en présentiel pourrait corriger cette faiblesse constatée à ce sujet. Les INDH ne courent pas non plus. Bon, on peut dire quand même le taux de participation des INDH est plus élevé par rapport aux États et comparativement aux ONG, le taux de participation des ONG par rapport au point 3 à l'ordre du jour, celui-là, il est un peu supérieur selon les statistiques et les listes qui passent sous vos yeux tous les jours. Après cela, nous allons, toujours cet après-midi, continuer avec le point 5 de l'agenda. Ce sont les panels et le lancement. Nous aurons deux importants panels aujourd'hui, très grands importants panels. Il s'agit du panel conjoint, joint panel, sur la peine de mort et sur la prévention de la torture. C'est un panel qui a réussi à réunir le savoir-faire du commissaire Idrissa Sow, qui est le président du groupe de travail sur la peine de mort, le DIF Penalty, et le commissaire Atem Essayem, qui est le patron de la situation de la torture sur le continent. Ils ont mis ensemble leur intelligence et nous ont produit une excellente note conceptuelle sur base de laquelle sera organisé un panel aujourd'hui. J'invite vraiment les ONG, les INDH et les États à être là parce que la torture reste omniprésente dans beaucoup de pays en Afrique et la peine de mort on n'est pas encore au niveau de la tolérance zéro en matière de peine de mort sur le continent. Et nous terminerons aussi par un autre point. On n'a pas encore fini avec les rapports d'activité. Si nous avons le temps aujourd'hui, nous allons entendre trois rapports importants. Ce sera le rapporteur sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique. Ce rapport nous parviendra les après-midi. C'est le rapport de la commissaire Maria Teresa Manuela parce qu'ils ont encore quelques petits soucis techniques de traduction de ce rapport. Il y a beaucoup de documents qui sont envoyés chez les traducteurs. Il y a une pile de dossiers et ils sont en train de les éliminer l'un après l'autre. Nous aurons ce rapport, mais s'il n'est pas prêt aujourd'hui, on pourrait reporter à demain si vous pensez que ce rapport nous est arrivé en retard. Nous aurons aussi le rapport du groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement, les droits de l'homme en Afrique. Vous connaissez l'impact des industries extractives sur les droits de l'homme en Afrique. L'Afrique, c'est les matières premières. Qui dit matières premières, c'est les industries extractives. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà normé, mis en place un cadre conceptuel, un cadre législatif, un cadre légal qui permet non seulement d'exploiter, qui ne refuse pas les exploitations, mais qui demande à ce que ces exploitations ne se fassent pas en désordre et qu'elles puissent se faire plutôt en respectant les normes, les lignes directrices que nous avons déjà produites à cet égard. Vous avez d'ailleurs suivi hier les questions importantes dans ce domaine que le commissaire Derso a posées au gouvernement du Kenya. C'est une question importante. L'Afrique, c'est les matières premières. Nous demandons que les matières premières soient exploitées dans le respect des droits de l'homme et nous sommes les seuls à le faire, même si ce langage parfois ne peut pas plaire aux businessmen. Nous aurons aussi à écouter le rapport d'activité du président du groupe de travail sur les indigènes people, mais je crois qu'on avait écouté ce rapport hier, sauf si je ne me trompe. Je peux me tromper, mais il est mis sur le programme que nous allons écouter le rapport du chairperson of the Working Group on Indigenous Population et les minorités, population communities et les minorités en Afrique. Je peux m'être trompé, mais il figure sur le rapport. C'est pas grave. Si on l'avait écouté hier, on ne va pas l'écouter aujourd'hui, mais si on ne l'avait pas écouté hier, on va le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Sans plus tarder, je voudrais demander à Étoile. Étoile, do you have Kenya government online? Étoile? Yes, they are online. Okay, if the delegation of Kenya is online, the Minister of Justice or the Deputy Minister of Justice, you can allow them to speak. I want them to put on the camera so that they can
give us the answer on the report, on the questions asked by commissioners yesterday. Thank you very much. Vous avez la parole. Sauti iko kwenu. Upate kujibia kuma questions yenye baliwapatia jana. Honorable Chair, we thank you this morning for this opportunity. We know we have 1 hour. So what we have done, we have agreed that we shall tackle the question. So we shall tackle the questions in a thematic manner so that we can answer as many questions as we can. So we will start with the Maputo Protocol, Honorable Chair. Oh, good morning, and commissioners. My name is Peter from one of the part of the Kenyan delegation. As you have heard from our chair from Kenya, we're going to start with the Maputo Protocol, and I'm going to handle the first 8 articles of the Part C of Maputo Protocol, and my colleague Beatrice will handle the rest of the articles of the Maputo Protocol. I want to request distinguished guests, commissioners and distinguished guests and the Kenyan delegates who are part of the meeting to open Part C of Maputo Protocol, Part C, so that we can begin from there. I'm going to briefly highlight the progress we have done as a country to implement the articles of this protocol. I want to start with Article 2 of under equality. Under equality and non-discrimination, the government of Kenya has been requested to provide information about the limitation of the application of equality provisions for certain communities in the fields of marriage, divorce, and inheritance. Under this part, I want to state that the Kenyan government recognizes limitations of rights and fundamental freedoms under Article 24(4) of the Kenyan Constitution. The article qualifies the right to equality to the extent strictly necessary for the application of Islamic law. Number 2 of Article 2 requested the government of Kenya to elaborate on the differing issues relating to women to certain customary laws which do not meet with human rights standards. I also want to reiterate that the government of Kenya recognizes non-discrimination for all under Article 27 of the Kenyan Constitution on any grounds, including race, sex, pregnancy, marital status, healthy status, ethnic and social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, dress, language, or birth. Article 2 of the Constitution 4 provides that any law that contradicts the Constitution, including customary law, that law is void to the extent of that inconsistency, and therefore all acts in violation of human rights, including child marriage, FGM, and other acts of gender-based violence are against the Constitution, the constitutional provisions. Number 3 of Article 2, the government of Kenya is requested to provide an update of the progress of the representation of the Special Interest Group Law Amendment Bill, which was introduced to the National Assembly in July 2019. This bill is introduced to the Parliament to express the various rights of special interest groups in Kenya, and it has already gone to the second reading. Therefore, as we speak at the moment, the bill is already in Parliament. It is meant to address specific
rights to special interest groups, and also to give effect to the Article 100 of the Constitution, and to promote the representation of women, persons with disabilities, youth, ethnic and other minorities in Parliament. Number 4, the government of Kenya is requested to supply gender disaggregated data regarding the employment of women in public and private sector. I want to state that data is available with us. If you could look that part in the Kenyan report, there is a table that we have attached to answer the same. I want to say that there was positive improvements in the representation of women in public and private sectors of the country. There was positive improvements in the positions of chief administrative secretaries, diplomatic corps, deputy county commissioners, chiefs and assistant chiefs, women and women judges. During the review period of that report, which was 2019 and to 2020, the positions of cabinet secretaries, principal secretaries, heads of constitutional commissions and independent offices, regional commissioners, county commissioners, women governors, women county secretaries, and women members of county assemblies remain the same under 2019-2020 financial year. There was, however, there was a decline in representation of women speakers during the review period of 2019-2020. In the private sector, distinguished ladies and gentlemen, I want to say that in Kenya, in the private sector, in terms of representation of women in the boardroom, I want to say that in 2019, according to Equalip report, the diversity women representation in the board was at 23%. But according to the board diversity and inclusion survey of 2020-2021 that was done by Kenya Institute of Management and other stakeholders, it was found that the gender diversity at the boardroom stood at 36%. Distinguished ladies and gentlemen, I want to move to Article 3 and 4 of the Maputo Protocol on the right to dignity and rights to life, integrity, and security. Under this, the government of Kenya has been requested to provide information on adequate budget towards ensuring that the Protection Against Domestic Violence Act is fully operationalized and implemented. I want to state on behalf of the Kenyan delegation that the government has committed 128 million Kenyan shillings. That translates to $1,280,000 US. And the Finnish government, in partnership with the government of Kenya, has contributed $6,400,000 for the 2 years ending 2024. UNFPA has also contributed $30,000. And there's already an LOA, letter of agreement with UN Women of 60,000 for that the same period. Number 6, the government of Kenya has been asked to provide information on the operationalization of the Victims Protection Act of 2014 and the Legal Aid Act of 2016. This aid in Kenya, it facilitates access to justice for people, especially women and girls who actually face gender-based violence. I want to state that in the operationalization of the two acts, a victim protection board has already been established and a victim rights charter on the same has been developed. There is also a national action plan
to implement the Legal Aid Act of 2016 that runs from 2017 to 2022. Number 7, question 7, the government of Kenya has been asked to give information on the measures that the government has put in place during the COVID-19 pandemic to increase access to care service, medical, psychological, justice, and safety services for women and girls during the pandemic. I want to say that the Ministry of Health developed guidelines for the establishment of essential services during the same period. Among them included the gender-based violence as one of the essential services during the period. The government of Kenya also established a multi-agency program on prevention and response to gender-based violence in the context of COVID-19 during that period. Number 8, the government of Kenya has been requested to provide statistics on cases of bidding registered in the country, prosecution of authors, and victim rehabilitation. I want to state that under this, there is a study that was done by a National Gender and Equality Commission on bidding in the 3 rated communities. And indeed, it was found that cases were reported to local administration and health centers due to the secrecy and the silent nature that surrounds this practice in the society. Number 9, we have been asked to provide information, the concrete measures adopted to combat. I want to state that in the Kenyan Constitution, Your Excellency, can you open the mic, please? Your Excellency, can you open the mic? Your mic is closed. Waziri, ufungule mikro. Fungula mikro. Waziri, ufungue mikro. Your Excellency, can you open the mic, please? Waziri, fungua mikro. Attendons un peu. Je crois que son micro est fermé. Oui, c'est ouvert. Oh. Un instant. Delegation, good morning, delegation. Faster. Less than 5 minutes. I want to say that I'm in Article 5. Article 5 on elimination of harmful practices. Under Article. We understand you can hear us, Honorable Chair. Oh. Honorable Chair. Oui. Merci beaucoup, Excellence, Madame la Ministre. Your Excellency, Madame Minister. Can you hear us? Yeah. Yes, we can hear you. You can proceed, Your Excellency. Okay. Good morning, delegation. I just want to continue with Article 5 on elimination of harmful practices. I want to say that under Article 5 on the elimination of harmful practices, the government of Kenya has been requested to provide an update on the implementation of the national policy and the presidential commitments done so far. Under the same, I want to say that as there was a directive from the His Excellency the President to make an end towards FGM by the year 2022, the President has the government. The government
through the FGM board has devised several programs, including community dialogues, alternative rites of passage, and engagement of community elders, cultural leaders, and religious leaders. And this one has led to 10,000 girls who have graduated from alternative rites of passage during the review period. I want also to say that the FGM prosecution unit has been established in the office of the Director of Public Prosecution. Number 11, the government is requested to provide an update on the implementation of High Court rule that dismissed a petition to allow female genital mutilation for consenting adults. I want to state that under this, the government has taken steps towards ensuring that this rule was has actually been taken into account. The government in October 2021 convened consultations with the FGM Board of Directors, officers of the Office of the AG, and a representative from Equality Now, Kenya Law Reform Commission, and Director of Public Prosecution. And I want to say that they are in now a process, and they have already developed a plan for the amendment of the prohibition of FGM Act. Number 12. The government of Kenya has been asked on the specific efforts to eradicate female genital mutilation in specific contexts, such as communities, counties, regions with high prevalence of this human rights violation. I want to state that already the board, the FGM board has already trained duty bearers from 20 FGM hotspots in the country, and already the county and FGM steering committees are already operational in the 22 counties classified as hotspot areas. Article 6 on marriage, the government has been asked to provide concrete measures taken by Kenya to guarantee women equal access, ownership, and administration of land and property. And at the same, I want to say that the government has done a lot in reviewing the Law of Succession Act of 2021 to ensure that the parties to a marriage are entitled to, they lose their interests on inheritance if they remarry. And then I want to say that under the same, there is a land information management system that's been developed to capture data which highlights women land rights. And also there's a program in place with IGAD, whereby IGAD has supported a gender assessment of land sector in Kenya. Now, Article 7 on separation, divorce, and annulment of marriage, the government of Kenya has been asked to explain whether sharing of matrimonial property at the dissolution of marriage is enshrined in the Kenyan Constitution. I want to say that under the Kenyan Constitution Article 43, both parties to a marriage are entitled to equal rights at the time of marriage, during marriage, and at the dissolution of marriage. But then I want to say that various provisions have been given in the Matrimonial Property Act of 2013 to highlight the same, although more has to be done on aligning the act to the Constitution. Chair, in the interest of time, the rest of the responses on the Maputo Protocol will be submitted in writing so that we are able to cover a few of the other questions that the commissioner spoke to us. Honorable Chair,
I'll speak briefly on the preparedness, and I'll just highlight so that we are able to cover a few more of the highlights. The Commission requested to know the preparedness, the general elections preparedness that we have put in place, and want to inform the Commission that through the IEBC, Kenya has now put in place processes that not only ensure that we will have a free and fair elections, but also we have mechanisms that will look into dispute resolution, so in case they occur. And we also have a mechanism that is constantly engaging with stakeholders to ensure that everybody makes informed decisions. And the structures that we have put in place, Honorable Chair, will be submitted to you in due course. I would want now a delegate to speak briefly on elements of the right to education as posed by the Commission. Just come here. Just come. Honorable Chair, I want to address the issues of education. And the first question was how the government is addressing all forms of discrimination related to access to education, including the lower number of females attending university compared to males. One, the Basic Education Act 2013 upholds the constitutional right of every child in Kenya to enjoy free and compulsory basic education without any discrimination. Two, the affirmative action, that is lowering of university entry points for girls on admission into public universities and other tertiary institutions, and targeted bursaries for girls taking STEM subjects. Three, use of innovative technologies such as National Education Management Information System to strengthen planning and decision-making in education. Four, implementation of feeding programs in selected primary schools in arid and semi-arid areas, slums and pockets of poverty areas. Five, provision of sanitary towels to girls in arid and semi-arid regions and informal settlements to ensure equity in access to learning opportunities. Next is school infrastructure improvement programs, grants. The government provides these grants to identified primary and secondary schools for improvement of infrastructure. Another thing is awareness creation and empowerment of parents, teachers, communities, and other partners to support children. We also have, as a government, revitalized vocational and technical education to absorb the youth exiting basic education. Through these efforts, the enrollment in public and private schools, secondary schools, has increased by 10.8% to 3.3 million in 2019 from 2.9 million in 2018. Out of the total enrollment, we find that girls accounted for 50.9% and 49.1% of total enrollment in Form 1 and Form 4 respectively in 2019. The other question was how the government is dealing with disparities and poor education outcomes for children in arid and semi-arid areas. One of the things the government has done is affirmative action. Two, we have, as the government has established a council known as National Council on Nomadic Education in Kenya, which addresses all challenges of education for arid and semi-arid areas. Another thing is the establishment of low-cost boarding schools for learners so that they may remain in school while their parents continue with their nomadic lifestyles. We have bursaries, grants, and scholarships given to learners from these arid and semi-arid regions. Secondary Education Quality Improvement Project addresses the infrastructure development and teacher employment issues in the arid and semi-arid regions. Mentorship programs which are offered to learners from these regions. Distinguished ladies and gentlemen, another question was on measures the government has taken to improve the enjoyment of rights of education through increasing secularization rate, improving education quality and
combating school dropout. One, the government has engaged in infrastructure improvement programs such as construction of classes, leading to improved learner to classroom ratio in public schools, internet connectivity in schools, which is at 97% of all schools in the country. Schools have been connected to electricity, and the electricity connection is at 97% of all the schools. Textbook policy ratio of 1:1, which has been done and procured by the government. Teacher training, development and capacity building has been done to improve quality of education. Employment of teachers by government to improve pupil-teacher ratio. Sanitary towel programs for girls. Establishment of rescue centers for girls to mitigate the risk of inhibitive cultural practices that may impact negatively on access to quality education for girls. There's also provision of water, sanitation and hygiene facilities in school. The government has also developed the national guidelines on school re-entry for both girls and boys, and these guidelines will ensure readmission of girls and boys who drop out of school for whatever reason. There is the school feeding program to assist in retention and completion. The policy for alternative provision of basic education for learners. And lastly, is human rights education part of the school curriculum in Kenya? The answer is yes. The Basic Education Act, the education policies and laws are aligned to the Constitution of Kenya 2010, and it recognizes rights as enshrined in the Constitution, such as the right to education, the rights of persons with special needs and inclusivity. Human rights are therefore embedded in the content taught in schools, such as citizenship, integrity, etc. Honorable Chair, the rest of the responses will be given in writing. Thank you. And I invite my colleague on environment. Good morning, Chair and the commissioners. My name is from where is it? I'm going to address the issues raised on the right to environment and measures the government has taken to address the rights of individuals. Les interprètes vous demandent de parler un peu à haute voix, de vous rapprocher du micro si possible pour leur permettre de bien entendre et de bien interpréter et que les commissaires vous suivent. Nous vous prions donc d'arranger cette petite difficulté technique de votre côté. Merci. Nous n'avons plus la délégation du Kenya. Est-ce qu'ils sont en ligne? Est-ce que les interprètes les entendent ou pas? It's unmuted. Okay.
The other measure the government has taken is the Community Land Registration, where the Community Land Act was enacted in 2016 and classifies land known as community land. Another measure is the addressing of the historical land injustices through the National Land Commission, which has the mandate to receive, admit, and investigate all historical land injustices. And also, lastly, the government in the year 2018 established a task force to examine the task force, established a task force to examine the court decision in the East Africa Court of Justice on the Ogiek land issues. Secondly, when I come to the specific questions on the right to environment, there was the question on what the government has done to protect the indigenous and other affected communities and their environment in relation to extractive activities. The government has developed guidelines for free, prior, and informed consent for reducing emissions from deforestation and forest degradation. On the second issue, on the applicable laws and regulations, including administrative laws on the protection of the environment in Kenya, we have the Environmental Management and Coordination Act 1999, which is now undergoing review. We also have the National Environmental Policy of 2013. Thirdly, on the issue of the institution and regulatory bodies responsible for inspection, monitoring, and enforcement of environmental laws, we have the National Environmental Management Authority with a mandate of ensuring sustainable management of the environment through exercising general supervision and coordination over matters relating to the environment and implementing all policies relating to the environment. We also have the National Environmental Complaints Committee, which is established with a mandate to investigate allegations or complaints regarding the condition of the environment in Kenya. We also have the National Environmental Tribunal, which has a mandate to hear disputes arising from the decisions of the National Environmental Management Authority. In the county governments, we have the county environmental committees responsible for the proper management of the environment within the county. The other issue was on the mechanisms put in place for undertaking or overseeing the conducting of international accepted environmental and social environmental risk. We have NEMA conducts environmental impact assessment, risk assessment, strategic environmental impact assessment, and annual audits. The other issue which was raised was on the steps the government has taken and the rules that the government has taken and the private actors responding to and addressing this pollution or pollution of the environment. The government has enacted various legislation and policies to address the management of waste, which include Sustainable Waste Management Bill, which is now in the third reading in Parliament. We also have the EPR, the Extended Producer Responsibility Regulations for 2021. We have the Deposit Bond Regulations. And in the year 2017, the government banned the use of carrier plastic bags and single use of plastic in protected areas. The government also undertakes public participation when coming up with any new rules, regulations, or any legislation affecting the environment. The other issue was what the legal guarantees for providing effective compensation for those affected by this pollution of the environment. We have the Constitution. We have also the deposit bond regulations, which ensures that the polluter pays a deposit, a bond, to ensure that they refer the environment to the state as it was before the pollution. Thank you, Chair. That is my submission. And for the rest of the questions which I have not addressed, they will provide the answers in written. Thank you. Thank you, Chair. And I'll respond to two main issues. I'll respond to the issue about the death penalty and also access to justice. My name is Joseph Were. On the first issue of the death penalty, I want to raise three issues. One,
that up to the end of last year, 31st of December, 2021, a total of 1,471 persons who are on death row had had their sentences commuted to life imprisonment. And number two is the issue of the implementation of the Supreme Court decision on the death penalty. The Supreme Court has given directions to all courts, both superior courts and the magistrate courts, and they're implementing the decision that was handed down by the Supreme Court in regard to the death penalty not being a mandatory death sentence for capital offenses. And two activities are ongoing concurrently. Number one, we have the high courts especially reviewing matters of persons who had been sentenced to death previously, and either giving discharges or other alternative sentences apart from the death penalty. And number two, in regard to the current matters that would fall under the ambit of the death penalty, the courts now have leeway to sanction the offenders with alternative sentences. On the issue of access to justice, I'll deal with four main issues. Number one, fair trial. Courts, magistrates, and judges have got very clear directions in terms of how to handle persons who are charged in the criminal justice system. And number one, they deal with the issue of constitutional guarantees that provide for a fair trial, including the right to representation. And for children and persons who are committed to capital offenses, they're entitled to state-provided legal representation. Number two, the issue of being held beyond the 24 hours, that is being adhered to very strictly, and where the prosecution or the police have to hold an accused person beyond the 24 hours, then the courts must be given very good reasons. And the same applies to the issue that was raised about Section 33 of the Prevention of Terrorism Act. That section actually provides a very elaborate mechanism that must be met by the police before a plea for extra time to hold a suspect is allowed. And then number three, on the same aspect, the issue of bail and bond, we have liberalized the same. All offenses are bailable under the Constitution, and unless good reasons are given to deny a suspect bond or bail, then all offenses, including murder and terrorism charges, are subject to bail and bond. Of course, subject to the guidelines that have been given in the bail and bond policy. An issue was raised about overcrowding in the prisons and what courts can do. Again, we go back to the liberal use of bail and bond. Some courts are even giving free bond to petty offenses so that we do not overcrowd our prisons. Number two, we have a regular program whereby judges review the decisions of the magistrates court, and they're able to give either discharges after some part of the sentence is served, or they're able to give alternative sentences like community service orders, probation, and conditional discharge, and where appropriate, they're able to do suspended sentences for persons who have been convicted. Discussions are underway with the relevant authorities to reintroduce the aspect of instant fines, especially for petty traffic infractions. The other aspect about access to justice has been the introduction of the small claims courts, which were operationalized in April 2021. Currently, we have 6 operational courts across the big cities where we have most of those aspects. And so far, we have been able to appoint 21 adjudicators to manage those courts. In the 6 courts and in the last 10 months or 12 months, we've been able to register 8,210 cases, of which 4,747 cases have been determined, and at an average rate of 59 days. And they have been able to release $8 million into the economy. And lastly, Chairman, in terms of access to justice, we have upgraded the digitization of the court processes
And in that regard, we have been able to introduce e-filing, court transcription services, e-receipting, and most importantly, the aspect of virtual courts, whereby now cases can be heard from various parts of the country without the necessity of physical appearance by the parties. We'll be giving a comprehensive report on the other issues that were raised by the Honorable Commissioners. Thank you very much. Chairperson, my name is Emily Chwer, and I'm pleased to present replies to the questions raised on human rights defenders in Africa and focal points on reprisals in Africa. Number one, on the update on the implementation of High Court Directive in the case of Gunjiri Wambugu versus Inspector General of Police 2019, the court directed the state to change or develop new laws and regulations to ensure peaceful assembly and to write codes of conduct for organizers of demonstrations. In this regard, firstly, stakeholder consultations are underway on the development of code of conduct for organizers of demonstrations, which would include detailed explanation of how the conveners intend to protect people not involved in demonstrations from being adversely affected by the protests, and that provide a clear line of responsibility of who is liable in case of loss of life or property. Secondly, to hold police officers accountable for human rights violations in 2021, the Director of Public Prosecutions developed the standard operating procedures on investigation and prosecution of serious human rights violations committed by police officers. The SOPs provide a structured framework for enhancing accountability and protection of victims of human rights violation. Thirdly, the police officers manual provides guidelines on how police should manage crowds in a riot. Chapter 15 of the guide of the manual guides the use of force and firearms by police. This covers all situations, including when quelling demonstrations. Number two, on the question on safeguarding the enjoyment of freedom assembly in the context of COVID-19, in its efforts to contain the COVID pandemic, Kenya government introduced a range of regulations to reduce the spread of the virus, including a prohibition on public gatherings, imposition of curfews, and orders to maintain social distance. These were introduced as subsidiary laws under the Public Health Act, which was put in place before the pandemic, but was updated to address it. However, the Commission will be pleased to note that as the pandemic rates went down, the restrictions were gradually relaxed. On the issue of the Public Benefits Organization Act and the Freedom of Association, I want to report that the implementation of BPO Act has been delayed by a presidential directive to reshuffle ministries, which saw the operationalization of the PBO legislation transferred to the Ministry of Interior and Coordination of National Government from the Ministry of Devolution. This delay has further been occasioned by ongoing stakeholder consultations on the Association Registration and Cooperation Bill. The bill provides provisions for the registration and incorporation of associations, the governance, financial accountability, and other matters relating to the rules and membership of associations registered under the law. There is a proposal to consolidate and replace all existing legal regimes, namely the PBO Act, the Trustee Perpetual Succession Act, and all other offshoots of the original law. They seem to contribute to apparent disorder in the registration and regulation of the intended associations. On the matter of the declaration by the High Court that Section 19 of the Non-Governmental Organization Coordination Act was unconstitutional, the government wishes to state that it appreciates and respects the role of the Kenyan courts of ensuring that all laws are in line with constitutional imperatives. As such, the government is in the process of considering legislative amendments to cure the lacuna as flagged by the courts. In the interim, Article 47 of the Constitution on Fair Administration Action continues to offer protection and ensure due process is followed. On details on awareness raising and training provided to the police force and other stakeholders on national provisions and international human rights standards related to human rights defendants, the police continue to be trained on human rights, policy, ethics, and accountability.
Their curriculum includes courses on the Bill of Rights and crowd management during riots. They also get continuous sensitization through seminars and related fora. The trainings are undertaken by the government, CSOs, and UN bodies. ICJ Kenya recently trained law enforcement officers drawn from all over the country on the critical issue of human rights standards and practice for police during arrest and pretrial detention. On the Association Registration and Incorporation Bill. On this bill, which we believe the Commission refers to as the 2018 Social Bill, we wish to explain that the bill drew a lot of interest from various stakeholders. Currently, the Office of the AG is conducting stakeholder consultations, sensitization, and public participation on the bill in line with constitutional dictates. All proposals that the bill will generate during this engagement will be considered and acted on accordingly to ensure full enjoyment of human rights. Number 7, on the question whether government plans to adopt a law on the protection of human rights defenders. Government of Kenya respects and appreciates the role played by human rights defenders who seek the protection and promotion of human rights. All of us here are human rights defenders. Through our daily acts of service, we stand for the respect of guaranteed provisions in the Constitution and other laws. HID in Kenya are protected by the Constitution and national laws. However, the government will consider the possibility of adopting a specific law on better protection of human rights defenders. I thank you. Good morning, Chair and distinguished commissioners and guests. My name is Eunice Gitau, and I'm going to address the measures taken by the government in the prevention of torture. The government is cognizant of the integral role of the Prevention of Torture Act in the fight against torture and other degrading and cruel treatments. The government, through the Office of the DPP, has thus developed and recently launched the following tools towards the operationalization of the Prevention of Torture Act 2017 to be used in the investigation and prosecution of incidences of torture, not only in the context of the current COVID-19 pandemic, but generally. Prosecution, there is a prosecution rapid reference guide policy that is aimed at ensuring that offenses that are instituted under the Prevention of Torture Act are handled efficiently and effectively. The uniqueness of the rapid reference guide is seen in the itemization of salient points that the prosecutor needs to prove in order to secure a conviction in any case brought under the Act. Moreover, the guide will also help investigators to find out the points that they will need to prove and the exhibits that they will need to secure to prosecute the offenses successfully. There are also template charge sheets for all the offenses under the Act so that the offenses and the particulars are watertight in terms of outlining the requisite components of the offense with the aim of bringing to book all the perpetrators. The government, through the Office of the DPP, is also apprehensive that the implementation of counterterrorism measures may pose new challenges, such as incidents of torture. Accordingly, the ODPP, in the Office of Director of Public Prosecutions, in partnership with the law enforcement agencies, has developed policy to prevent violation of human rights. The policy is named Interagency Guidelines on Cooperation and Collaboration in Investigation and Prosecution of Terrorism and Terrorism Financing, which was launched this April. The salient point in that guideline is that Guideline 10 refers to the respect of human rights, and that guideline specifically outlaws and expressly prohibits all forms of torture, inhuman and degrading treatment. In addition, that guideline on respect of human rights emphasizes the procedures to be followed during the investigation and arrest of suspects of terrorism to ensure that there are no incidences of torture, or if there are any, then they are brought to book. Commissioners, that is all that I have for now.
The other questions which have not been able to respond to here will be supplied in written copy. Thank you. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, I will be responding to some of the questions raised by the Special Rapporteur on prisons, conditions of detention and policing in Africa, and the questions raised by the Special Rapporteur on freedom of expression and access to information in Africa. On the issue of what the government is doing to address health and sanitation challenges due to overcrowding in prisons and to ensure that the conditions in the Kenyan prisons are in compliance with the Mandela rules, I wish to inform the Commission that all the prison facilities, including women prisons, have health facilities to attend to inmates with medical needs. The government is also in the process of constructing a level 4 hospital in Ruiru for referrals, a move that targets inmates in nearby prisons like Kamiti Prison and the Kiambu Prison. All prisons across the country are connected with county or municipal piped water for consumption to the inmates. To supplement this and to ensure a constant supply, the government has drilled boreholes in all the major prisons. The water is effectively treated and safe for human consumption. Further, the government of Kenya, in adherence to the Mandela rules, has created awareness and advocacy campaigns for both staff and inmates. To enhance capacity building, the government, in collaboration with non-state actors, has trained more than 5,000 officers on the Mandela rules during this reporting period. On the question of use of alternatives to pre-trial detention and non-custodial community service programs, the government, through its Office of the Director of Public Prosecution, has developed a diversion policy that enables prosecutors to divert cases from the court process and allows matters to be settled out of court. Further, the judiciary is also carrying out judicial service weeks, where criminal justice actors take their services to the people, including in the prison precincts. On the right to receive information and free expression, Kenya has in place the Constitution, the Access to Information Act, the National Cohesion and Integration Act, and the Computer Misuse and Cybercrime Act, all of which provide for the right to freedom of expression with justifiable limitations. These limitations include propaganda for war, incitement to violence, hate speech, advocacy of hatred that constitutes ethnic incitement, or incitement to cause harm based on any ground of discrimination specified or contemplated in the Constitution. The courts have also ensured that some of these laws are in conformity with the Constitution and the international human rights standards. For example, in the 2021 judgment of Cyprian Andama versus the Director of Public Prosecution, the court declared Section 66 of the Penal Code unconstitutional and stated that public office bestows on the public officers servant leadership, and therefore the right to criticize public officers should not be criminalized merely as a means of suppressing dissent. On measures in place to protect journalists from attacks, the government has efficient and effective structures for safeguarding the rights of all people in Kenya, including the media. One of the core functions of the Media Council of Kenya, for example, is to facilitate mediation of disputes between the government and the media, the public and the media, as well as intramedia. And the function is undertaken by the Complaints Commission, which is an independent organ of the Media Council. On access to information and the oversight mechanisms, the Commission on Administrative Justice, what we call the Ombudsman Office, is an independent national human rights institution mandated, amongst other functions, to oversee the implementation of the Access to Information Act. Further, the 2021 Access to Information regulations are awaiting cabinet approval. The objective of these regulations is to provide the process of proactive disclosure of information by public entities and private bodies, and the procedure for requesting access to information pursuant to the Act. In conclusion, on the question raised on access to the internet and the safeguards in place to protect internet shutdowns, we wish to inform the Commission that although the right to the internet is not recognized as such in the Kenyan Constitution, the same is adequately covered under the right to freedom of expression and the right to access of information. Further, various legal safeguards are in place to address the concern of an arbitrary internet shutdown by the government.
The Communication Authorities of Kenya is a regulatory authority for the communication sector in Kenya, established in 1999 under the Kenya Information and Communications Act. So the authority is responsible for facilitating development of information and communication sectors, including broadcasting, cybersecurity, multimedia, telecommunications, e-commerce, postal and courier services. I thank you and I welcome my colleague Elizabeth, who will tackle the issue of ratification. Thank you, Honorable Chairperson. Thank you, Honorable Chairperson, Commissioners. My name is Elizabeth Choge, and I'm going to talk about address the issues that were raised on ratification. Indeed, the Kenya is yet to ratify a number of instruments, as was highlighted yesterday. But we are committed to protecting the rights of all our citizens, and we are working closely with the international and regional human rights bodies. As you are aware, with the enactment of the new constitution, the 2010 constitution, treaties and international instruments became a part of Kenyan law. So the country enacted the Treaty Making and Ratification Act of 2012, which provides an elaborate process for ratification of international instruments. And this includes extensive stakeholder consultations, public participation, parliamentary consideration, and approval. And this is because once the treaty is ratified, it forms part of Kenyan law. So the process is quite elaborate and it takes a considerable time. However, the government is committed to ratifying the international instruments which have been adopted. For instance, we're in the process of, we have commenced the process of ratification of the Kampala Convention. We have internal consultations are ongoing. We have already started stakeholder consultations, and we hope that this particular instrument will be ratified very soon. Although Kenya is yet to ratify the optional protocol on the Convention Against Torture, we have domestic and legislative institutional measures that are in place that guarantee the rights of Kenyans and protects them against the torture. The government has established independent national human rights institutions and whose key mandate is to monitor compliance with human rights. We also have the Kenya National Commission on Human Rights and the Independent Oversight Policing Authority, for example, whose mandate is to visit places of detention and to ensure that human rights standards are maintained and that no acts of torture are taking place. On the issue of refugees, as you are aware, Kenya has hosted thousands of refugees over the years from different countries in the region. Kenya remains committed to improving the lives of refugees within its borders. We also promote the issue of voluntary repatriation of refugees. And most importantly, the Refugee Act of 2019 was enacted, which gives various rights to refugees, including access to education, jobs, and also integrating them into the Kenyan society. Chairperson, on the issue of migrant workers, Kenya has ratified and domesticated the ILO Convention number 143 on migrant workers, and also Convention 97 on migration for employment. We are also a signatory to the East African Community Market Protocol, which guarantees access of labor within the region. And we are also party to the Intergovernmental Authority on Development revised regional migration policy framework, which guides government action in this regard. We also have the Employment Act of 2007 that guarantees equal opportunity for migrant workers or a member of their family who are lawfully within Kenya. In order to enhance protection of Kenyan migrant workers, we have signed 3 bilateral labor agreements with Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. The aim is to ensure that we conclude agreements with all destination countries in the Middle East for Kenyan workers. So we are in the process of negotiating bilateral labor agreements with Jordan, Kuwait, Oman, and Bahrain. The Ministry of Foreign Affairs, also in conjunction with the Ministry of Labor, and other relevant stakeholders, we are working on a standard bilateral work agreement and employment contracts that we expect to sign with these countries in the Middle East.
A national policy on labor migration has also been developed, and there's a draft bill on labor migration that is before the cabinet. So we hope that this will be enacted soon. We have also signed similar agreements with other countries such as Denmark, Poland, Seychelles, and also the United Kingdom, and especially with regard to nurses to go and work in those countries. Chairperson, on yesterday, a question was raised on arrest of migrant workers. As you're aware, every state has a right to regulate its immigration framework, and Kenya is no exception. Immigration laws prohibit entry into the country illegally or through undesignated border points. So freedom of movement and right to liberty can be limited in order to determine the status of these persons. But in such situations, individuals are arraigned before courts within the statutory 24 hours, and persons with asylum claims are processed under the relevant refugee management framework. And as I indicated earlier, we have the Refugee Act in place. Chairperson, and with regard to stateless persons, the Constitution of Kenya guarantees citizenship by birth and registration. And when the new president took over in 2013, he made a pledge to end statelessness. In the last few years, citizenship has been granted to members of the Makonde community in Kwale County, stateless Shona, and Rwandese in line with the constitution. Kenya remains hospitable to all Africans who wish to live and engage in legitimate economic communities. The Ministry of Interior is on a continuous basis conducting verification exercise in order to grant citizenship to stateless persons. It's a continuing process. The vetting is conducted just to ensure that these persons are not involved in any terrorist activities. Chairperson, thank you so much for your kind attention. Thank you. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, I will be responding to some of the questions raised by the Chairperson on the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa and the Working Group on the Rights of Older Persons and People with Disabilities in Africa. On measures in place to enhance employment promotion interventions, the high rate of unemployment in Kenya has been a great source of concern for policymakers in government and other key sectors. One of the contributing factors to this state of affairs is a lack of practical work-based experience among the graduates. To address this challenge, the government has put in place measures to address the same, which include the Public Service Internship Program that has since recruited a total of 9,760 interns in the last 2 years. In addition, 400 interns were recruited under the Presidential Digital Talent Program. Further, during the COVID-19 pandemic, the state initiated the National Hygiene Program 2020, dubbed Kazi Mtaani, that kicked off in April 2020 as a pilot program targeting residents of informal settlements who are above 18 years of age and are unable to find work due to the disruption of normal economic activity. The program has since employed over 26,000 workers from informal settlements. On the implementation of Article 54.2 of the Constitution, Kenya's commitment to promotion of access to the labor market on an equal basis is evidenced by the different policy instruments in place. To this end, the Public Service Commission is progressively implementing the 5% constitutional requirement for persons living with disabilities in appointments. In an effort to meet this threshold, it has continuously considered 100% of persons living with disabilities who meet the minimum requirements for the advertised positions. The Public Service Commission in financial year 2020-2021 appointed 150 persons living with disabilities into the service in various cadres. On access to government opportunities, the total amount of public procurement reserved for youth, women, and persons with disability groups stood at $352,197,991 in 2020-2021. During the same period, the reported value of tenders awarded to youth, women, and persons with disability groups through public procurement was $229,318,102. The amount reserved by ministries and state departments and county assemblies is expected to rise to $65,766,701 and $8,653,513.
On the issue of unemployment in Kenya, in an effort to mitigate the effects of the COVID-19 pandemic, the government launched the County Government's Post-COVID Recovery Strategy 2020-2021 to 2020-2023 to be implemented over a 3-year period. The plan is expected to assist the government to mitigate the socio-economic implication of the pandemic and build resilience in readiness for future pandemics or disasters. It prioritizes agriculture, water, sanitization, urban development and housing, transport, tourism, health, education, social protection, and gender and youth as anchor sectors to help counties recover from the effects of the COVID-19 pandemic. On the issue of measures in place to ensure provision of social housing for low-income families and families living in informal settlements, the construction of affordable housing units has already commenced, covering major urban areas across the country. Park Road Affordable Housing Program project, located in the Ngara area of the city of Nairobi, which consists of 1,370 units, has been completed, and 40% portion for civil servants has already been allocated to them. On slum upgrading projects, 462 housing units and associated infrastructure in Mavoko are under construction at 93% completion, while 10 classrooms have been constructed in Mukwaweli Primary School in Bungoma. In addition, 15 wells in various slums in Lamu County and Kibunga Market in Tharaka Nithi County have also been constructed. On implementation of Kenya Informal Settlement Improvement Project, Kericho, Nakuru, Kisumu, Uasin Gishu, Embu, Kitui, and Kilifi counties benefited from installation of infrastructure projects as follows: 83 kilometers of access roads, 84 high-mass floodlights, 38 kilometers of sewer line, 2,876 sewer connections. On the issue of the impact assessment on the implementation of Kenya Vision 2030 on economic, social, and cultural development in the country, the Kenyan government has developed and implemented appropriate economic policies and rolled out targeted programs that cushion the citizens and businesses from the adverse effects of the pandemic. Notably, in this year's state budget, the theme is termed as accelerating economic recovery for improved livelihood. And lastly, on the protection of the rights of older persons, Inua Jamii is a government flagship national safety program for the beneficiaries of cash transfer for orphans, vulnerable children, and older persons, as well as persons with severe disability. From 2013 to 2021, the government disbursed $1,311,872,616 through the Inua Jamii program to support over 1.2 million vulnerable persons, among them orphans, the elderly, and persons living with disabilities. Thank you, Chairperson. For the issues that I have not responded to, we will submit our responses in writing. I now invite the next speaker, who will tackle matters to do with extrajudicial killings, excessive use of force, and counterterrorism measures. Thank you. Honorable Chair, distinguished delegates, ladies and gentlemen, my name is Charles Otiende, and I'm going to tackle the issues of concrete measures, the question of concrete measures taken by the government of Kenya on extrajudicial killings and arbitrary and enforced disappearances. I will cluster my answer in two facets. The first facet is on legislative measures, and the other one would be on administrative mechanisms. On the legislative measures, I wish to point out that we have the freedom and security of all persons in Kenya is guaranteed by the Constitution under Article 29, which guarantees the right not to be subjected to torture in any manner, whether physical or psychological or in any form of violence from either public or private sources. The second one is the enactment of the Prevention of Torture Act number 12 of 2017, which criminalizes torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment
or punishment. The third one is the Kenya government's enactment of the IPOA Act, Independent Policing Oversight Authority Act, which establishes the Independent Policing Oversight Authority, which provides civilian oversight to the work of the police. The government of Kenya, through the enactment of the National Police Service Act, which also contains provisions prohibiting police officers from subjecting any person to torture or any other cruel and inhuman and degrading treatment. Number 5, the National Police Service Act also establishes in Section 87 of the same Act, the Internal Affairs Unit. This Internal Affairs Unit investigates complaints against police officers and recommends disciplinary action and also other lawful action, including criminal prosecutions. We also have the National Police Service standing orders, which prohibit any form of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment or unlawful arrest, or rather even deprivation of liberty against any persons or children. The government of Kenya also, through the police, have rolled out a robust training curriculum within the police training institutions, which apportion reasonable time for the teaching of human rights and other related subjects. On the other facet of administrative mechanisms, in the period under review, our Internal Affairs Unit received 25 complaints on torture and ill treatment, and that was during the COVID-19 period. 20 officers have been charged administratively, that is internally, and 2 were charged before the courts of law, and other cases are now pending under investigations. On the aspects of extrajudicial killings, we have elaborate rules and regulations which guide the use of force and also the use of firearms. Under the 6th schedule of our National Police Service Act, it is underscored what the measures that are supposed to be taken before any police officer decides to use any force. There are regulations that guide the use of force and the use of firearms. You will see, Honorable Chair, from the table that we have provided in the county paper, that the statistics that have been given by the Independent Policing Authority, Oversight Authority, on the cases that have been investigated, and some of them have been prosecuted. There are some very landmark cases that you may have heard of, like the Kianjokoma brothers, where 6 police officers have already been charged and their case is ongoing before the court of law. There's also another case of a 13-year-old boy by the name Yasin Moyo, who was shot in the streets of Nairobi while watching from the balcony of their residence a riotous moment that was taking place, and
An officer by the name Duncan Diema is already before court to answer to the charges. Honorable Chair, if there are any questions that we may not have adequately answered, we shall put them in writing and forward to you. I submit. So Chair, now we start guided by yourselves because we have used the 1 hour that you had given us. So we await your directions. Madame la vice-ministre, je pense que l'ensemble des commissaires qui vous ont attentivement écouté, qui ont attentivement écouté les réponses du gouvernement kenyan, se sont rendus compte du respect avec lequel, de l'importance que vous avez d'abord accordée à ces questions et du respect avec lequel vous traitez les organes de traité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que, je le dis, parce que même s'il s'agit d'une partie des réponses que vous avez apportées, mais vous avez couvert l'ensemble des mécanismes qui vous ont été posés en partant des questions sur les droits, sur le protocole de Maputo, avec tous les progrès que vous avez réalisés, les améliorations, le projet de loi qui sont en cours, les mesures spéciales qui ont été prises pour les femmes durant la période du Covid-19, nous avons pris bonne note, en tout cas en ce qui concerne le protocole de Maputo, de même que nous avons pris bonne note de l'ensemble des réponses que vous avez eu l'insigne honneur de partager avec les commissaires au sujet de la charte de Banjul, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sur les différentes questions que nous avons posées, les élections. Nous saluons les préparatifs du gouvernement du Kenya pour que les choses se passent à merveille avec cette plateforme, comme vous disiez hier, plateforme que vous avez mise en place, Internet, pour que vous puissiez interagir avec la population par rapport à ces sujets. Nous avons pris bonne note de tout ce que vous avez mis dans nos oreilles en ce qui concerne l'éducation, des efforts que vous faites avec ce système de politique one-to-one en matière d'environnement également. On a pris bonne note sur la peine de mort. Le collègue Idrissa se réjouira de ce que 1471 personnes qui avaient été condamnées à mort, leurs peines ont été commuées en emprisonnement à vie. C'est quelque chose de très important. C'est 1471 vies qui sont préservées. C'est quand même quelque chose pour lequel nous voulons vous saluer. Nous avons pris bonne note de tout ce que vous faites en matière du terrorisme, pour lutter contre le terrorisme qui est encadré par les textes, surtout en matière de détention. J'ai pris bonne note également en matière des défenseurs des droits de l'homme. J'ai beaucoup apprécié que la philosophie du gouvernement kenyan tend à indiquer que nous sommes tous d'abord des défenseurs des droits de l'homme. Même le gouvernement, d'ailleurs, les officiels sont les premiers défenseurs des droits de l'homme. C'est en cas d'inaction de l'action des officiels que les privés arrivent, n'est-ce pas, les indépendants, les experts, les ONG arrivent à prendre le relais. Nous avons pris bonne note de cela et du fait qu'une loi spécifique, malgré qu'on soit tous des défenseurs des droits de l'homme, sera mise sur pied. Vous êtes en train d'étudier la question et nous vous encourageons pour que vous preniez le leadership dans ces domaines en Afrique de l'Est, parce qu'en Afrique de l'Est, il n'y a aucun pays qui a voté une loi sur les défenseurs des droits de l'homme. Cette question trouvant, n'est-ce pas, les pionniers en Afrique de l'Est, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. En Afrique centrale, il n'y a rien. En Afrique australe, il n'y a rien. Et en Afrique de l'Est, il n'y a rien également, tout comme en Afrique du Nord. Si le Kenya prend ce leadership, ce sera une bonne chose. Je ne vais pas répondre toutes les questions, toutes les réponses que vous avez apportées. Elles sont toutes valables en matière de torture, en matière de prison. Beaucoup aimé le fait que vous êtes en train de construire de nouvelles prisons et pour les approvisionner en eau, vous utilisez, n'est-ce pas, le système de forage qui est très efficace. Des réponses convaincantes en matière de liberté d'expression, d'accès à l'Internet qui n'est pas prévu au niveau de la Constitution, mais la prise en charge de cette question d'accès à l'Internet, elle est faite à travers la loi sur la liberté d'expression, tout comme l'accès à l'information, c'est de bonnes choses. Je voudrais terminer par le fait qu'en matière de migration,
quelque chose d'apatridie, migration, mais spécialement la question d'apatridie avec le panel que nous avions eu. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous appliquiez le système de la citoyenneté par naissance. Comme je le disais hier ou avant-hier, l'Afrique n'est pas remplie, l'Afrique a de l'espace. Il est honteux de trouver encore en Afrique des gens qui sont sans patrie. Or, avec le système de citoyenneté de naissance, du coup, vous résolvez toute cette question. Vous prenez même la précaution de vérifier si la personne n'est pas impliquée dans des activités illicites comme le terrorisme, c'est une bonne chose. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour les questions qui sont encore écrites et qui n'ont pas été fournies ici, nous allons attendre les documents écrits que vous allez nous fournir. Ça sera un document important qui va nous permettre à nous-mêmes, sous la supervision du commissaire Derso, qui va faire le follow-up pour que nous puissions obtenir ces réponses écrites rapidement. Ça va nous permettre d'adopter les observations finales par rapport à ces dossiers. Alors, pour terminer, je vais passer la parole d'ailleurs à l'honorable commissaire Solomon Ayele Derso, qu'il fasse également très rapidement, en moins de 5 minutes, ses observations conclusives sur cette question. Comme ça nous permettra de voir quelles sont les voies qui vont suivre. Il reste votre référent au niveau de la commission sur cette question. Il va interagir avec vous jusqu'à ce que nous allons obtenir vos réponses et jusqu'à ce que nous allons adopter nos observations finales. Collègue Derso, commissaire Derso, vous avez la parole pour 5 minutes pour faire un résumé de toute la situation et puis on va passer à l'autre point. Merci. Thank you very much, Chair. Very good morning or good afternoon, colleagues, members of the Commission, distinguished delegates of states parties, colleagues, staff of the Secretariat, interpreters. I also wish to extend my greetings to you, the distinguished delegation of Kenya. Would like to join the chairperson in thanking you for providing us with your responses to the range of issues that members of the Commission have put forward to you in reviewing the periodic report of the Republic of Kenya. We receive with appreciation the responses that you have provided us on a wide range of issues covering both the African Charter on Human and People's Rights and the Maputo Protocol on the rights of women. And we commend the Republic of Kenya for the various positive measures that have been taken on the various areas in respect of which questions have been asked. And we obviously would like to see these positive measures being consolidated and areas where there are still gaps are also addressed. The questions that members of the Commission have asked in relation to some of the pressing issues, such as extrajudicial killings, enforced disappearances, are of particular importance as they relate to, particularly, the question of public trust in state institutions and also ultimately the protection of precious life on which all other rights at the African Commission put it in its jurisprudence depend on. So we look forward to continuing this engagement in this and other areas, building on your willingness as expressed in your report to collaborate with us and indeed to grant authorization for our request to undertake a visit to Kenya. There is a particular resolution that the Commission adopted in this respect, which requires me to have a follow-up, and I look forward to doing exactly that follow-up. And indeed, we have welcomed and taken note of your responses, and we look forward to receive, as the chair said, the written responses as well, on the basis of which and what we have received, we would be preparing the concluding observations. I wish to also acknowledge the collaboration and cooperation that I have enjoyed as country rapporteur of Kenya with the National Human Rights Commission of Kenya. I thought that this is important since our work at the African Commission depends on close working relationship and collaboration with human rights stakeholders in Kenya.
I also, in that regard, appreciate the collaboration and indeed cooperation that I benefited from civil society organizations in Kenya who are at the forefront of the promotion and protection of human rights. Once again, thank you very much for your report, and I would like to join the chair in wishing Kenya a peaceful and successful election in August 2022. Indeed, the success and peacefulness of this election would be an important milestone in sustaining the consolidation of democracy in Kenya, the consolidation of peaceful coexistence among various sectors of Kenya, as well as the tradition of peaceful transfer of power. And we do hope that those measures that you have put in place would enable to facilitate and enhance the confidence of all candidates so that members of society would also be able to exercise their sovereign power, which needs to be respected by ensuring that the election is credible, free, and fair. Thank you very much, and I wish you well. Merci beaucoup. Il ne reste qu'à clôturer ce point. Donc, on va attaquer à ministre Kihara Kariuki, le ministre Marianne Njao Kimani. Bon retour. Nous allons attendre, comme a dit le rapporteur pays d'ERSO, les réponses écrites. Et puis, nous vous communiquerons les observations finales. À partir de la date des observations finales que nous allons vous donner, comme avait dit le commissaire à terme hier, c'est à partir de cette date, quand elles vous seront signifiées officiellement, qu'on va compter 2 ans pour la présentation du prochain rapport, selon la nouvelle méthode du décompte des délais. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir à la commission et à tous les membres, et à la délégation et à tous ses membres. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs les commissaires, c'était très important de suivre la délégation du Kenya. Nous avons pris une trentaine de minutes de retard. On va essayer de les récupérer autrement, même à la fin de la journée, si on peut avoir une petite rallonge. Nous allons prendre une petite pause de 15 minutes quand même, pour souffler un tout petit peu. Et dès que nous revenons rapidement, selon le décorum, nous allons prendre 30-40 minutes pour la situation des droits de l'homme sur le continent avant d'aller tout droit au panel conjoint sur le DIF penalty et la prévention de la torture, avec cette bonne nouvelle que nous avons eue aujourd'hui sur le Kenya. Près de 2000 personnes ont vu leur peine de mort commuée en emprisonnement à vie. Je vous propose donc 15 minutes de pause et puis on revient pour la situation des droits de l'homme sur le continent. Merci beaucoup, honorable commissaire, et je vous souhaite un très bon café pour ceux qui vont le prendre et une très bonne relaxation pour nos amis qui sont encore sous le ramadan parce que les règles exigent qu'on ne prenne rien, qu'on ne boive rien durant la journée. À tout à l'heure.
Bonjour, tout le monde est là? Nous pouvons reprendre. Mesdames et messieurs les commissaires, distingués participants à la 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un plaisir encore de revenir pour suivre le point qui est inscrit à l'agenda. Nous ouvrons ainsi le point 3 sur la situation des droits de l'homme en Afrique. Nous voulons écouter quelques États qui ont d'abord le droit de réponse, qui vont formuler leur droit de réponse. Ensuite, nous allons écouter quelques États encore qui interviendront directement au sujet de ce point 3 en dehors de leur droit de réponse. Ensuite, nous aurons quelques INDH, il y en a 4 qui se préparent déjà. Parce que le temps est limité, nous ne reviendrons plus sur la liste et quelques ONG pour clôturer avec ce point et ouvrir ce panel. Le défi est grand parce que théoriquement, au niveau de l'agenda, nous avons pour ce point une bonne trentaine de minutes, une demi-heure, mais c'est difficile. Déjà, rien qu'en prenant les États, on va déjà au-delà des 30 minutes. On va déjà au-delà des 30 minutes, mais on va faire le maximum. Ce que je sollicite de la part de tous, en commençant par les États, même s'ils ont le droit de le faire en 7 minutes, s'ils veulent bien nous gratifier de quelques minutes en raccourcissant leurs interventions, ce serait bien, mais je ne veux pas enfreindre leurs droits. Je vais leur donner d'abord leurs droits tels qu'ils sont stipulés dans les textes, et puis après, on verra s'ils peuvent nous gratifier de quelques minutes par rapport à cela. Je voudrais donc appeler déjà l'Éthiopie. Ça doit être Megdelawit Taye qui va faire intervenir dans le cadre de Right to Reply, et c'est 5 minutes. Normalement, le droit de réponse est 5 à 3 minutes. Mais on peut dire 5 minutes. Est-ce que, do you have Megdelawit Taye online, please? Yes, Chairperson. Yes, you can take the floor very quickly. Okay, thank you, Mr. Chairperson. I'm taking the floor to exercise my delegation's right of reply with regard to the unfounded allegation against my country by Mat for Peace on a statement made under item 3. My delegation strongly objects to the false allegations recycled against my government under the pretext of a wide range of sexual and gender-based violence in the context of the rule of law operation in the Tigray region of Ethiopia. It's to be known that the government of Ethiopia responded to such allegations on several occasions before. The one-sided allegation of such violence is an attempt to tarnish Ethiopia's image and the Ethiopian National Defense Force established track record of military discipline. The gender-based violence committed by Tigray Security Force against female members of the Ethiopian National Defense Force and the women and girls in Amhara and Afar regions left victims with severe psychological trauma and physical harm. However, in most instances, the extremely partial and biased allegations chose to disregard the grave misdeeds and atrocities of TPLF, while the traumatic accounts of gender-based violence committed against women and girls expose the scale and brutality of the violence. Ethiopia highly values its responsibility to the international as well as regional conventions prohibiting sexual and gender-based violence. And such acts are considered to be serious offenses punishable with rigorous imprisonment under national law. The military justice system also provides for the prosecution and appropriate punishment of military personnel who commit such crimes. Protection of human rights and respect for humanitarian law are major parts of the training manuals and curricula of the Ethiopian National Defense Force. However, the government of Ethiopia gives scrutiny to the disappointing fact that a few members of the Ethiopian National Defense Force have been engaging in committing such crimes. Serious investigations were conducted and brought offenders to the appropriate prosecutions. The alleged violations are ruled as personally motivated criminal acts and by no means represent the institutional character and reputation of Ethiopian National Defense Force.
A high-level ministerial task force established to oversee the implementation of the recommendations contained in the joint report of the Ethiopian Human Rights Commission and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights is carrying out its mission on sexual and gender-based violence by following a victim-centered approach, focusing on the rights of victims to seek and secure redress and the need to implement programs of rehabilitation, restitution, and compensation. Mr. Chairperson, my government is taking appropriate action to ensure accountability in the event of credible and verifiable violations committed by any actor involved. My delegation hereby retreats once again and that unsubstantiated accusations are an attempt to tarnish my country's image and won't be acceptable under any circumstance. I thank you, Mr. Chairperson. Nous prenons bonne note, Mec de la Wittaï, sur la réponse que vous faites à Matt for Peace. Je pense qu'ils ont pris également bonne note. J'appelle le Burkina Faso et ce sera M. Adjaratou Zongo Sawadogo. Monsieur Sawadogo, vous êtes là? Compte tenu des contraintes du temps, on ne reviendra pas sur la liste. Est-ce que le Burkina Faso est en ligne? Don't see them online. You don't see them, hein? We don't see them online. OK, we pass the list. Eritrea, est-ce que son Excellence Binyam Ber est en ligne? Eritrea. Est-ce que nous avons son Excellence Binyam Ber en ligne? Dans le cadre du droit... No, we don't see them online. Thank you very much. Je passe maintenant la parole directement aux délégations des États pour leur déclaration au titre du point 3, parce que là, c'était le droit de réponse. Ça, c'était le droit de réponse. Et je voudrais demander si vous voyez son Excellence Wael Nasreddin Atia, le Deputy Assistant au Foreign Minister for Human Rights. Est-ce que l'ambassadeur, son Excellence Wael Atia Nasreddin, il est là? Etuel, est-ce que nous avons l'ambassadeur Atia en ligne ou pas? We don't see the ambassador of Egypt there. We don't see them. Thank you very much. Est-ce que nous avons pour l'Afrique du Sud, son Excellence l'ambassadeur Solisa Edouard Makaya, qui travaille à la South African Embassy in Addis Abeba. Son Excellence ambassadeur Solisa Edouard Makaya, l'ambassadeur Makaya. Est-ce que nous avons l'ambassadeur? We don't see them online as well. L'ambassadeur Makaya n'est pas en ligne. Maintenant, pour la République saharaoui démocratique, nous avons M. Wadad Mustafa, qui est Legal Advisor et du Ministry of Foreign Affairs. Est-ce que nous avons Wadad Mustafa pour la République saharaoui? Wadad Mustafa. Saharaoui République. No, we don't see them online. OK. Donc, nous n'avons pu avoir que l'Éthiopie, Madame Megdelawit, qui a pu intervenir sur ce point-là. Très bien. Je voudrais maintenant ouvrir la liste des ONG rapidement. Non, des institutions nationales des droits de l'homme d'abord. Institutions nationales des droits de l'homme. Est-ce que nous avons Ethiopian Human Rights Commission? Ça sera le commissaire Rakeb Mesele, qui est le Deputy Chief Commissioner. Et ils sont en ligne. Je vois Rakeb Mesele. Good afternoon. Good afternoon. You have 5 minutes, please. Please be very, very quick and use very well your time. Thank you. Honorable Commissioner Lumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Commissioner Mwadenga, Country Rapporteur for Human Rights Situation in Ethiopia, Honorable Commissioners, ladies and gentlemen. The Ethiopian Human Rights Commission presents its compliment to the African Commission. Please speak closer to your mic, because the interpreters, they have some problems to listen you and to do very well the job of traduction, please, translation. So I was saying, Honorable Chairperson, over the past 6 months,
The Ethiopian Commission has carried out a number of important activities and achieved some notable milestones. For instance, in December 2021, the Ethiopian Commission was reaccredited with A status by the Global Alliance of National Human Rights Institutions, recognizing it as an independent and effective national human rights institution fully compliant with Paris principles. In January 2022, the Ethiopian Commission was granted affiliate status with African Committee of Experts on the Right and Welfare of the Child, becoming the second NHRI with affiliate status with the committee. In March 2022, the Ethiopian Commission published its investigation report on violation of human rights and international humanitarian law in Afar and Amhara region, covering alleged violation and abuse committed since July 2021, following control of some part of the two regions by Tigray forces. The investigation report complements the previous joint report conducted by the Ethiopian Commission and the UN OHCHR. The new investigation report covered the time between September and December 2021 and covered over 50 locations in Afar and Amhara regions. It's found serious human rights and humanitarian violation and abuse committed by all parties of the conflict, which may amount to crimes against humanity and war crimes. Specifically, the report found instances of attacks on civilian and civil objects, unlawful and extrajudicial killing, torture and ill treatment, arbitrary detention and enforced disappearances, pillaging, looting and destruction of property, sexual and gender-based violence, and socioeconomic rights. Honorable Chairperson, at this juncture, let me just mention few human rights overview of the human rights situation in Ethiopia by starting by positive development. The Ethiopian Commission welcomes the announcement of a humanitarian ceasefire by the government of Ethiopia, followed by the Tigrayan authorities. It also welcomes the establishment of an interministerial task force to oversee redress and accountability measure in response to human rights violation committed in the context of the conflict in northern Ethiopia. The Ethiopian Commission and the OHCHR has been closely working with the task force to ensure the effective implementation of the recommendation through advocacy, capacity building, and technical support. The establishment of a National Dialogue Commission is also considered as a positive step toward consensus building, conflict resolution, and reconciliation in Ethiopia. Honorable Chairperson, while acknowledging the positive aspects, there are also concerning development. For instance, extrajudicial killing. The Ethiopian Commission is alarmed by the action of some regional security forces that may amount to extrajudicial killings. Detention, especially during the state of emergency declaration, including detention without court orders, extended period of pretrial detention, poor conditions of detention in some facilities. The Ethiopian Commission has also noted that following the lifting of the state of emergency, detainees has been released. Similarly, the Ethiopian Commission is also concerned that journalists and members of opposition groups were detained without due process. With regard to internal displacement, as of February 2022, there are approximately 4.51 million internally displaced in Ethiopia, making it one of the highest figures globally. The primary driver of displacement has been conflict, although droughts in Oromia and Somali region have also contributed to the figure. Due to the surge in the number of IDPs, some schools are still serving as temporary shelters, which has affected the return of students to school. Limited access to basic services has disproportionately affected vulnerable groups. Honorable Chairperson, let me mention some of the recommendations that we have put forward in written as well. To the Ethiopian government, we recommend that it should conduct prompt, independent and transparent criminal investigation into alleged extrajudicial killings by regional and federal security forces. It should ensure the equal and meaningful participation of women and girls during all stages of national dialogue, and it should release all persons unlawfully detained without due process, including members of opposition groups. To all parties to the conflict in northern Ethiopia, we recommend that they should take all feasible measures to uphold the ceasefire. They should ensure the uninterrupted flow of humanitarian assistance in Tigray, Afar, and Amhara regions.
They should accept and take concrete steps to implement the recommendation of the 2 investigation reports. And they should accept responsibility for the grave human rights and humanitarian law violations committed by their members and leaders, and deliver on their duty to ensure accountability and redress for victims. To the African Commission on Human and People's Rights, the Ethiopian Commission recommends that it should enhance its engagement with the Ethiopian Commission. It should urge all parties to the conflict in northern Ethiopia to accept and implement the recommendation of the 2 investigation report. The Special Rapporteur on Refugee, Asylum Seekers, and IDPs and Migrant in Africa to engage with Ethiopia on durable solutions for IDPs. The Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information in Africa to engage with Ethiopia to enhance compliance with international and regional standards. It should increase advocacy and encourage Ethiopia to ratify the protocol on the rights of persons with disability in Africa, and also increase advocacy and encourage Ethiopia to deposit the instrument of ratification for the Kampala Convention. And finally, to the international community, it should support humanitarian assistance in northern Ethiopia and should also continue working with the Ethiopian Commission, TSOs, and relevant state institutions for the promotion of human rights and protection work in Ethiopia. Thank you all for your kind attention. Merci beaucoup, Madame la Deputy Chief Commissioner. Le commissaire Mwandenga, il a pris bonne note de tout ce que vous avez dit, de même que le commissaire impliqué dans les différents mécanismes ont pris bonne note, notamment la commissaire Marie-Louise Abomo, sur la question du plaidoyer sur la ratification du protocole sur les personnes âgées et les personnes handicapés. Transmettez nos félicitations au président Daniel Bekele pour le statut A qu'a obtenu la Commission éthiopienne des droits de l'homme depuis décembre 2021. Nous espérons que ce statut va œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme efficacement au niveau de votre pays. Nous vous remercions d'avoir participé à nos travaux. J'appelle maintenant Abba El Hassan Salek de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, la CONASAD. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, la CONASAD, Abba El Hassan Salek. Etoile, do you have Mr. Abba El Hassan Salek online? They are online. We've given them access. Yes. Numéro d'observateur 27. Monsieur Abba El Hassan Salek, vous êtes en ligne? Si vous êtes en ligne, prenez la parole, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. Oui, je suis en ligne. Bonjour. Bonjour, vous avez la parole pour 5 minutes maximum. Merci, merci. السيد الرئيس، أشكركم على إتاحة الفرصة للجنة الوطني لتقديم مداخلة. في المدة الأخيرة اللجنة الوطنية الصحراوية قامت بعدة أنشطة، نظمت دورتين تكوينيتين لأعضائها وممثلي المجتمع المدني الصحراوي بالتعاون مع الجمعية الدولية للحقوقيين الأمريكيين حول النظام الأممي والإقليمي لحقوق الإنسان واللجان التعاقدية. والدورة التكوينية الثانية حول كيفية إعداد وتحرير تقارير الموازية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في عملية الرصد والتوثيق وتقديم الشكايات. كما نظمنا المنتدى الوطني الأول حول الحماية وترقية حقوق المرأة أيام 1-2-3 ديسمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة لدعم من المفوضية السامية لغوث اللاجئين. كما شاركنا في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان دورة مارس الأخيرة، وقدمنا مداخلتين للجلسة العامة. كما نظمنا ندوة دولية حول استخدام الاحتلال المغربي للتقنيات الحديثة الطائرات المسيرة الدرونات واستخدام برامج تجسس بيغاسوس ضد النشطاء والمدافع عن حقوق الإنسان والصحفيين. وشارك في هذه الندوة معنا كل من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ووزيرة العدل من ليبيا، إضافة إلى مختصين وخبراء دوليين.
كما ساهمت اللجنة بتقديم توصيات وبرامج تحسيس للبرلمان الصحراوي الذي صادق يوم 2 ديسمبر 2021 على بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة في افريقيا. السيد الرئيس، الكلام عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالجمهورية الصحراوية من طرف المغرب نختصر في عنوان واحد، هو أن احتلال قمعي ودموي وجميع الحقوق المنتهكة بالمواثيق الدولية بشكل صارخ من قبل دولة الاحتلال المغربي هي جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، كالقصف بالطائرات المسيرة ضد المدنيين من بينهم الأطفال والنساء، ومن بينهم تجار من الجزائر وموريتانيا الذين يستخدمون هذه الطريقة التجارية. في تاريخ 16 ابريل الحالي استخدم رجال الامن المغاربه القوه والتعنيف الممنهج في حق المناضلات الصحراويات النساء، حيث تعرضن للقمع حين كانوا يزورون منزل عائله السيد خيا بمدينه بوجدور المحتله. هذه العائله المحاصره منذ اكثر من سنه و3 أشهر. اليوم السيد الرئيس ندعو اللجنة إلى التحرك لوضع حد لهذا الترهيب والأعمال الانتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان بما فيهم سلطانة هيا وعائلتها، وكذلك العمل على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين. ندعوكم السيد الرئيس إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة الأراضي المحتلة وتنفيذ مقررات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وخلق ظروف وآليات لحماية المدنيين تحت الاحتلال. بالأخير السيد الرئيس، نؤكد لكم أن الشعب الصحراوي يسعى إلى السلام ولن يقبل أبدا الأمر الواقع الاستعماري، وأنه سيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، كما فعلت الشعوب المكافحة التي طردت الاستعمار خاصة في إفريقيا رغم السياسات وممارسات الاستعماريين الخبيثة عبر التاريخ من خلال انتهاجهم سياسة الترهيب وشراء همم النفوس الضعيفة والمواقف الخبيثة للقضاء على مقاومة الشعوب المكافحة من أجل قيم الحرية والكرامة. شكرا السيد الرئيس. Je vous remercie, M. Abba El-Hassan Salek, de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme. La Commission a pris bonne note de toutes ces activités que vous avez organisées par participation ou par organisation, de toutes ces activités à mettre sous le compte de la CONASAD par participation, par organisation. Nous avons pris aussi bonne note des violations des droits de l'homme dont vous faites mention contre les activistes. Vous parlez d'un cas du 16 avril. Nous allons demander, et vous parlez également des visites au niveau de votre pays. Nous allons demander à la rapporteure pays de la République arabe sahraoui démocratique de bien vouloir suivre cette question. Je vois que vous avez soumis un discours. Elle va l'exploiter. Elle va demander à la Commission de prendre des mesures qui conviennent par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Le commissaire Salanjai vous rester en contact avec elle, c'est elle la rapporteure pays. Et ensemble avec elle, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire pour la République arabe sahraoui démocratique et tout ce que vous avez mentionné au titre des violations des droits de l'homme ou des allégations de violations des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler la Commission for Human Rights and Good Governance, Mohamed Hamad, qui est le vice-chairperson, ou bien Madame Dr Fatma Kalfan,
qui est le commissaire. Est-ce qu'ils sont en ligne? Étoile, do you have Commission for Human Rights and Good Governance? It must be the chairperson or the commissioner. We don't see them online. Thank you very much. So we move. ICRC, Mabinta Germaine. Intergovernmental Organization. ICRC. They are online. CICR. Oui, je suis là. Bonjour. Mabinta, oui, Mabinta. Oui, bonjour, vous m'entendez? Vous avez 5 minutes maximum. 5 minutes. Merci beaucoup. Honorable commissaire Rémy Ngoï-Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Honorable commissaire, distingué représentant des États parties, distingué représentant des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le CICR est une fois de plus honoré de prendre part aux travaux de cette 71e session ordinaire de la CADHP, où nous n'avons eu de cesse de faire passer des messages empreints du sceau de notre travail humanitaire sur le terrain. Nous souhaitons, à l'orée du 25e anniversaire du mécanisme spécial du rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique, mettre un accent particulier sur les prisons. En effet, la création de ce mécanisme, qui est l'un des plus anciens, a été la cheville ouvrière de l'érection d'un corpus de soft law important au niveau de la Commission, comme les lignes directrices de Luanda ou encore les principes relatifs à la dépénalisation des délits mineurs en Afrique en 2017, pour ne citer que cela. Nous saisissons l'occasion pour féliciter l'honorable commissaire Manuela pour le travail abattu à la tête de ce mécanisme qui n'a de cesse de réunir les différents partenaires, dont le CICR, pour soutenir la réflexion de la Commission sur l'état des prisons en Afrique. Mesdames et messieurs, chers invités, le CICR reste encore préoccupé par le sort des détenus en Afrique qu'il visite actuellement dans 23 pays sur le continent. En 2021, les délégués du CICR ont effectué 1109 visites dans 318 lieux de détention pour 196 048 personnes. Trop souvent, nous constatons que les autorités sont confrontées à une surpopulation carcérale qui contribue à la dégradation d'infrastructures parfois héritées de l'ère coloniale. L'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à bien d'autres besoins d'ordre social et judiciaire s'en trouvent limités. Si le CICR cherche avant tout à renforcer la capacité des autorités à surmonter ces défis, il n'est pas rare qu'il intervienne souvent directement pour faire face aux urgences les plus aiguës. À titre d'exemple, notre institution supplée les insuffisances de la chaîne alimentaire dans une quinzaine de pays du continent en faveur des détenus. Ce type d'intervention permet d'éviter les pires effets néfastes sur la vie des détenus et de sauver des vies également. Aux capacités parfois limitées des systèmes judiciaires viennent s'ajouter l'accroissement de la réponse sécuritaire, surtout dans les pays en situation de conflit armé ou de violence, ce qui, à son tour, accentue la surpopulation. Enfin, les ressources financières limitées allouées aux administrations pénitentiaires pour une meilleure prise en charge des prisons demeurent insuffisantes et celles-ci ne sont pas toujours confiées à un personnel dédié et professionnalisé. Il en résulte une gestion et une gouvernance pénitentiaire difficile dont les personnes privées de liberté payent le prix fort. Néanmoins, nous sommes pleinement conscients que des solutions systémiques doivent être trouvées pour prévenir ce type de situation de manière durable, avec au centre les États africains comme acteurs principaux. Toute approche à développer doit aller dans le sens du renforcement de la capacité des États à gérer les prisons et les autres lieux de détention. Le CICR demande enfin aux États partis à la charte de bien vouloir affecter les ressources financières et humaines adéquates permettant de pallier aux défis structurels de nombre de systèmes pénitentiaires africains afin de pouvoir pourvoir aux besoins essentiels des personnes détenues en ce qui concerne l'habitat, la santé et la nutrition. Le CICR recommande également aux États de continuer à s'investir dans le développement d'institutions autonomes à travers la professionnalisation des métiers du pénitentiaire et dans la capacité de leur personnel. Enfin, nous demandons aux États de prendre les mesures nécessaires pour réduire la surpopulation carcérale, notamment à travers des alternatives coutumières permettant, dans certaines situations, d'éviter le recours à la détention
Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Mabinta. Nous avons pris bonne note et la rapporteure spéciale sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, dont vous avez apprécié les actions. On pourra suivre le contenu de cette note et surtout les outcomes qui sont sortis des 23 visites pays que vous avez effectuées. J'appelle le REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, Maximilian Ngombe. Do you have Maximilian Ngombe online? Yes, they're online. S'ils sont en ligne, ils ont 5 minutes maximum. Redac. Merci beaucoup, honorable. Monsieur, Excellence, Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs les représentants des États partis, Mesdames et Messieurs en vos rangs et titres respectifs, chers collègues. Monsieur le Président, le REDAC vous félicite pour l'organisation de la 71e session de la Commission africaine et le travail que votre auguste Assemblée abat au quotidien pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique. Le REDAC vous rend un vibrant hommage pour votre leadership à la tête de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le Président, le REDAC voudrait ici saluer la volonté politique des gouvernements du Tchad, de la Centrafrique pour la mise en place des espaces de dialogue entre les parties prenantes dans les conflits qui minent les deux pays. Le REDAC salue également l'implication des organisations de la société civile pour la redevabilité des gouvernements dans la mise en place des politiques de riposte contre le Covid. Enfin, le REDAC salue le décret du 28 décembre 2021 du président de la République du Cameroun portant ratifiant la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et récemment le décret portant les personnes âgées. Aussi, le REDAC se félicite des résolutions pertinentes sur la situation continue des violations des droits de l'homme en République du Cameroun et d'autres résolutions pertinentes prises par la Commission africaine des droits de l'homme durant ces 6 derniers mois. Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom du REDAC, vous dire que la restriction de l'espace civique, la liberté d'association, de manifestation restent des défis majeurs dans notre sous-région en Afrique centrale. La liberté de presse, d'expression et d'accès à l'information a dure épreuve par les arrestations et détentions arbitraires des journalistes, avec des cas emblématiques au Tchad, au Gabon, en RDC, la recrudescence des attaques contre les défenseurs des droits humains, les intimidations, les représailles, Monsieur le Président, dans presque tous les pays de l'Afrique centrale, mais avec un accent particulier au Cameroun, surtout pour les défenseurs qui travaillent dans les zones en crise. La situation des États de droit inquiète, avec notamment l'utilisation des tribunaux militaires pour les militants de la démocratie, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, le cas des membres du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique de l'opposition, condamné à de lourdes peines d'emprisonnement ferme, Monsieur le Président, mais aussi les militants, autres militants de la démocratie et d'opinion incarcérés au Tchad, en RDC et au Gabon. Monsieur le Président, le REDAC, pour tout ce qui précède, recommande avec insistance on a été coupé. Are they online or not? We've lost them. They've disconnected. OK, compte tenu des contraintes du temps, on va s'ils reviennent, on verra ce qui va être fait, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le secrétariat me signale que Wadad Mustafa, le legal advisor et the Ministry of Foreign Affairs, souhaiterait prendre la parole. Il est maintenant en ligne au nom de Saharaui de République. Est-ce que M. Wadad Mustafa est là? Wadad? Avons-nous M. Wadad Mustafa? Yes, I am here. Yes, you have the floor, please. Be very short. Okay, thank you. Yes, we are running after the time. Nous courons après le temps. Est-ce que vous pouvez rapidement parler et si vous pouvez nous faire sauver le temps, ça sera bien. Allez-y. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، سيداتي وسادتي المفوضون، السلام عليكم ورحمة الله. أود في البداية أن أعبر لكم السيد الرئيس والسادة المفوضين باسم الجمهورية الصحراوية
عن تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد في أعمالكم. السادة المفوضون، إن الدولة الصحراوية كباقي الدول الإفريقية تبذل مجهودات كبيرة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوقوف على كل الالتزامات التي يتطلبها ذلك، من خلال استمرار الحكومة في ترسيم سياسات وطنية هدفها الأساسي خدمة هذا الهدف النبيل المتمثل في تجسيد وتطبيق كل ما من شأنه ضمان حق الإنسان بكل صوره المختلفة. إننا وفي إطار تفعيل جميع الصكوك الإفريقية ذات الصلة بحقوق الإنسان وانخراطنا في المصادقة عليها، فبعد المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بالطفل ورفاهيته وبالعجز والمسنين وبذوي الإعاقة التي صادقت عليهم الجمهورية الصحراوية، فقد صادق البرلمان الصحراوي مؤخرا في دورته الأخيرة في ديسمبر 2021 على البروتوكول المرفق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، بروتوكول مابوتو. إن حكومة الجمهورية الصحراوية وإدراكا منها بالأهمية الاستراتيجية لإنشاء وكالة إفريقية متخصصة في مجال الأدوية تطلع بمهامها في تحديد التوجه الاستراتيجي اللازم لشعوب القارة الإفريقية، صادقت واعتمدت المعاهدة المؤسسة لإنشاء وكالة الأدوية الإفريقية وانضمت لها من خلال المرسوم الرئاسي الصادر مؤخرا بتاريخ 19 مارس 2022. سيدي الرئيس، السادة المفوضون الأعزاء، نلفت عنايتكم الكريمة وكما جرت العادة إلى أوضاع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من بلادنا، فإننا نسجل بقلق عميق وبالغ تدهور وضعية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث تقوم قوات الاحتلال بمداهمة المنازل والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال ومحاصرة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة المحاكمات السورية وغير القانونية، وقمع المظاهرات السلمية، ومعاملة المعتقلين المدنيين الصحراويين بأبشع أنواع المعاملة داخل السجون المغربية، وترحيلهم تعسفا إلى مناطق بعيدة عن أماكن تواجد عائلاتهم، مما جعل العديد منهم يدخلون في إضرابات عن الطعام لمدد مختلفة. كل هذا يحدث في خرق سافر لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة والميثاق تأسيس الاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. فمثلا مؤخرا على سبيل المثال قامت هذه القوات بحصار أمني جائر بتاريخ 16 أبريل 2022 لمنازل مجموعة من النشطاء الصحراويين في مدينة بوجدور المحتلة، أين سدت جميع الشوارع والأزقة ومنعت مجموعة من النشطاء والمدافعين. نذكر منهم على سبيل المثال للحصر كل من زينب وبابي وفاطمة محمد الحافظ، حاجة نبابي، ومؤمن عبد الله إبراهيم، ومباركة محمد الحافظ، وملوحة محمد الحافظ، وفاطمة بابي، وبلة محمد الحافظ، من زيارة ومناصرة الناشطة الحقوقية السلطانة سيد إبراهيم خية وعائلتها التي تقبع تحت الإقامة الجبرية والحصار داخل منزلها منذ 19 نوفمبر 2020، والمصحوب بشتى الممارسات الهمجية من تعذيب واغتصاب ومنع للزيارة وقطع الكهرباء إلى آخر ذلك من صنوف التعذيب، حيث تعرضوا هؤلاء النشطاء عند محاولتهم الزيارة للضرب المبرح والإساءة البدنية واللفظية على أيدي عناصر من الأجهزة القمعية المغربية، كما تم منع متضامنين أجانب من زيارتها، بل وتم ترحيلهم بالقوة وإرجاعهم لبلدانهم. في الأسبوع الماضي، الأسبوع الأخير كذلك، استخدم رجال الأمن المغاربة القوة الوحشية ضد مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلميا في مدينة السمارة المحتلة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي والانتهاكات الصافرة والمهينة لحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وتعرض العديد من المتظاهرين للضرب المبرح وتعين نقله من المستشفى، كما حدث مع حالة عبد المنعم حمادي الناصري الذي تم سحله في الشارع وأصيب بكدمات بسبب الضرب المبرح على أجزاء مختلفة من جسده. سيد الرئيس، إننا من هذا المنبر نلفت انتباهكم إلى موضوع خطير، وهو استعمال الدولة المغربية للطائرات المسيرة كما أشار إليه زميلي سابقا في قتل المدنيين الصحراويين والأجانب على حد سواء، الذين من بينهم طبعا الأطفال والنساء، بالمناطق التجارية الحدودية قرب الأراضي الصحراوية المحررة، والتي راح ضحيتها إلى حد اليوم أكثر من 30 مدني صحراوي، ناهيك عن آخرين من دول الجوار. ونعرب عن إدانتنا الشديدة لاستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة ضد المدنيين، ونحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم مكتملة الأركان والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نحن اليوم نطالب لجنتكم الموقرة باعتبار الهيئة الإفريقية المنوط بها حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها إلى التدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ونحذر من نتائج حمل التصعيد الخطيرة ضد المناضلين الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما نطلب منكم ومن خلالكم المنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية من أجل ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين بمن فيهم مجموعة ديمزيك والمعتقلين في سجون دولة الاحتلال، والعمل على تفكيك جدار العار العسكري المغربي
ونزع القام منه التي تحصد يوميا أرواح المدنيين الأبرياء. سيد الرئيس، السادة المفوضون، وقبل أن أختم مداخلتي أود أن أعيد تذكيركم وكما جرت العادة بطلبنا بتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي القاضي بزيارة لجنتكم الموقرة للجزء المحتل من بلادنا والاطلاع عن قرب على الأوضاع المزرية التي يعيشها شعبنا هناك والتقرير عنها. وفي الأخير تمنياتي لكم سيد الرئيس ولأشغال دورتكم بالتوفيق والنجاح، وشكرا. Monsieur Wadad Moustapha, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a pris bonne note de toutes les allégations que vous avez formulées et mises à sa connaissance. Certaines d'entre elles avaient déjà été formulées lors de la session passée. Certaines sont nouvelles, comme l'utilisation des drones dont vous avez fait parler, dont vous avez fait mention tout à l'heure, et nous avons pris bonne note des recommandations que vous formulez, notamment l'intervention de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la libération des prisonniers et surtout les visites des territoires occupés du Sahara, comme vous le dites vous-même. Nous avons pris bonne note de tout cela. Comme je l'ai dit également, lorsque la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, Abahal Hassan Salek, était intervenue, nous avons les deux notes que vous avez formulées au titre du gouvernement et au titre de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme. Nous allons y travailler ensemble avec la rapporteure pays, qui est la commissaire Janet Salanjai, et la Commission s'efforcera d'apporter les réponses qui conviennent sur les questions liées aux droits de l'homme. Nous allons y apporter les réponses adéquates qui conviennent, et nous vous remercions surtout de continuer à prendre part à nos travaux et à nous mettre au courant de la situation des droits de l'homme que vous qualifiez de dégradante sur la République sahraoui. Merci beaucoup et nous restons en contact. Je vais fermer pour les États et aller rapidement après le rédac qui s'est évanoui en cours de parcours. Sans doute la connexion n'était pas bonne. Fiacat. Est-ce que Fiacat est en ligne? Fiacat. Do you have Fiacat? Fiacat? Yes, they are online. OK. OK. Est-ce que Maria Rarina Rivonirina est en ligne? Qu'elle prenne la parole pour 3 minutes. Maria... Oui, je suis en ligne. OK. Oui, je suis en ligne, Monsieur le Président. Vous avez 3 minutes. Je vous remercie. Nous félicitons le Président pour l'organisation de cette session. Monsieur le Président, nous vous remercions encore une fois de nous donner cette opportunité de faire notre déclaration. Honorable commissaire, Monsieur le Président, la FIACAT tient à féliciter la Commission pour l'étude sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en exil. Elle finalise actuellement. Il s'agit d'un travail de documentation salutaire pour toutes les personnes défendant les droits humains poussées à l'exil ou non. Monsieur le rapporteur, la FIACAT s'alarme de la récente adoption au Niger du décret portant modalité d'application de l'article 20.1 de la loi numéro 91-006 du 20 mai 1991. Ce dernier vise à encadrer l'activité des associations et organisations non gouvernementales. Sous couvert de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, le gouvernement nigérien exige que les organisations actives se conforment à de lourdes formalités administratives et s'arrogent un droit de regard démesuré sur leurs activités. Notre organisation met en garde la Commission qu'en plus de restreindre la liberté d'association consacrée par l'article 9 de la Constitution, l'État entend ainsi étouffer la vitalité de la société civile à travers un étroit système de contrôle qui rendrait encore plus difficile l'action des défenseurs des droits humains. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, la FIACAT salue les efforts actuellement déployés par divers acteurs de Madagascar, dont la société civile et le ministère de la Justice, afin de doter l'île d'une législation qui soit à la fois conforme à l'esprit de la Déclaration
sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1998 est respectueuse du droit international des droits humains. Notre organisation se réjouit de la volonté de confier un mécanisme de protection des personnes défendant les droits humains à l'INDH, davantage à l'écoute de la société civile que le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, à qui le mécanisme devrait initialement échoir, ainsi que de l'abandon du principe d'une commission mixte qui aurait arbitrairement désigné les personnes pouvant être qualifiées de défenseuses. La FIACAT alerte cependant la commission. Oui, Monsieur le Président. Vous pouvez conclure, on est à la fin de votre temps parce qu'on a des contraintes de temps. Très bien, Monsieur le Président. Je termine sur le cas de Burundi. Monsieur le Président, la FIACAT souhaiterait finalement partager avec vous ses préoccupations relatives à la situation des défenseurs des droits humains au Burundi. Les récents efforts du régime, qui ont par ailleurs pris la forme de libération de défenseurs détenus arbitrairement, ont résulté en une récente levée des sanctions états-uniennes et européennes sur le pays. Alors que dans une déclaration conjointe du février 2022, la CAT Burundi et 16 autres organisations de la société civile burundaise ont manifesté leur incompréhension. Merci, Maria. Je suis vraiment désolé de vous interrompre, je m'en excuse. Vous savez que nous avons votre note. Je l'exploiterai personnellement au titre des défenseurs des droits de l'homme et je l'exploiterai aussi conjointement avec le rapporteur pays du Niger en ce qui constitue la loi liberticide contre les associations de la société civile, les organisations de la société civile. Nous allons sans doute rester en contact avec vous et ensemble on pourrait mener des actions conjointes sur ces questions que vous avez mises à notre disposition. Nous tenons à vous remercier. Je vais appeler Human Rights Implementation Center, Rachel Murray. Do you have a Human Rights Implementation Center? Thank you, Honourable Chair. Yes, you have 3 minutes. 3 minutes, please. We are running after time. No problem. This statement is being made on behalf of the Robert F. Kennedy Human Rights, the Human Rights Centre at the University of Victoria, and the Human Rights Implementation Centre at the University of Bristol. As the Commission is aware, speak close to your mic because interpreters, they cannot understand you and interpret very well. Please. Can you hear me now? As the They cannot hear you. Please arrange again. I will call you after. I will call you back when you arrange the technical problem. Okay. J'appelle Paradigm Initiative for Information Technology Development, Tobekile Matimbe. Tobekile Matimbe. But well, you have Paradigm online? We don't see them online. Okay, I call Center for Rights Education and Awareness, Isabella Mwangi. Can you see if Center for Rights Education and Awareness are online? We don't see them online as well. Okay, please call Saffron Africa Litigation Center, Anna Molai Chalmers. Anna Molai Chalmers. No, we don't see them online as well. I call now Dula Omar Institute, Kristen Peterson. Et je demande à Rachel d'arranger le problème technique et je vais la rappeler. We don't Dula see Omar Kirsten, Institute, we don't Kristen see them. Peterson. We don't see that name Dula. online. Thank you. Equality Now, j'appelle Kanyali Mwikia. Equality Now. Equality Now. No, we don't see them. We don't see them as well. Okay, Human Rights Institute of South Africa, Kati Elando Kodiemoka. Kati Elando Kodiemoka, Human Rights Institute of South Africa. Yes, they are online. Okay. Madam Kati Elando, you have the floor for 3 minutes, please. Okay, thank you so much. Honorable Chairperson, Honorable Vice Chairperson, ladies and gentlemen, the Human Rights Institute of South Africa is privileged to present a statement on the situation of human rights in Africa. First and foremost, there has been significant improvement from our SADC region in member states' compliance with obligations under the African Charter on Human and People's Rights.
However, we remain concerned with the precarious human rights landscape in some parts of the SADC region, where realization of human rights is denied. The pro-democracy protests in the Kingdom of Eswatini, which first started back in May 2021, and in which scores of citizens have died, have continued to experience serious human rights violations, creating domestic pressure to address long-standing demands for democratic reform. According to 2021 Amnesty International report, at least 1,000 pro-democracy protesters have been arbitrarily jailed, 80 have been murdered, and more than 200 others were hospitalized since Thabani Nkomonyen's death. Following a meeting between South African President Cyril Ramaphosa, who was deployed by SADC at the time, and King Mswati III, the king agreed to form a national dialogue forum in November 2021. The national dialogue aimed to take into account and incorporate structures and processes enshrined in the Constitution of the Kingdom of Eswatini, including the role of Parliament of the Kingdom and the Sibaya convened by His Majesty King Mswati III. But till date, the forum has not been established. The longer it takes for the government to embrace negotiations, the higher the probability of violence in the country. In South Africa, xenophobic attacks persist without any condemnation from leaders in the region, as undocumented migrants have become the main scapegoat for South Africa's poverty and unemployment problem. From this crisis has emerged Operation Dudula, which has positioned itself as a legitimate voice for South Africans with a sense of grievance against foreigners, which has resulted in the burning to death of Elvis Nyati because he was undocumented. Government has attempted to curb tendencies of xenophobic violence through the National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, launched in 2019, which calls for a dignified approach to managing migrants, refugees, and asylum seekers. The NAP has not been successful in effecting a collaborative effort between all affected parties, including government, key institutions, political leaders, and civil society. Human Rights Watch also rightly notes that the NAP does not provide enough mechanisms to improve accountability for perpetrators whose actions are motivated by xenophobia. Furthermore, women human rights defenders, individuals, and citizens expressing their views in condemning xenophobia, including through protests and assemblies, are arrested, intimidated, and receive death threats. As for women human rights defenders and civil society activists, they continue to face antagonistic conduct and repressive laws impeding exercise of freedom of association, assembly, promotion of human rights, or speaking against human rights violations. Cathy, vous pouvez conclure, s'il vous plaît, le temps. Je vous ai dit le temps, s'il vous plaît. So I will just go straight. Du temps quand la commission vous demande d'être brève. Concluez, s'il vous plaît. Merci. We call upon the African Commission on Human and People's Rights through its special mandate to do the following. Urge SADC leaders to hold King Mswati III and his ministers accountable for infringing upon human rights guaranteed for citizen decent human rights defenders, and ensure a national dialogue is conducted to find sustainable solutions to the ongoing human rights violation with immunity. Urge all draconian legislation be repealed, particularly the Suppression of Terrorism Act as amended 2016, which Order Act of 2017, CPNE of 1938 to end torture, inhuman, and degrading treatment of citizens. Okay, should I stop? Merci beaucoup pour votre déclaration. Ce que la Commission peut vous promettre, c'est que le rapporteur pays d'ERSO qui s'occupe de l'Afrique du Sud aura connaissance de votre note écrite qui nous a également été transmise, et il a suivi la mise à jour orale que vous avez faite devant le micro. Moi-même, en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs de droits de l'homme, nous allons suivre cette situation et nous resterons en contact avec vous. Nous vous contacterons après la session pour des actions à mener. Dès que nous aurons fini notre session, nous vous remercions. Et j'appelle la personne qui devait parler au nom de Doula Omar Institute. On m'a dit que Christine Petersen a envoyé quelqu'un d'autre. Est-ce que Doula Omar est là? Ils ont 3 minutes maximum. Sinon, si je passe cette fois-ci, je ne reviendrai plus. Doula Omar Institute, vous avez écrit dans le chat que vous êtes là. Je vous donne la parole pour 3 minutes. Vous pouvez prendre la parole. Étoile, can you allow them to speak, please? Yes, thank you very much, Honourable Chairperson and Commissioners. As part of the global campaign to decriminalize African states continue to utilize the criminal justice system
homeless people, migrants, sex workers, and the LGBTIQA+ community. This criminalization infringes upon the rights to equality and non-discrimination, freedom from arbitrary arrest and detention, and freedom from ill treatment. These laws also exacerbate political and socioeconomic exclusion and criminal injustice in that they hold those targeted criminally responsible for their status rather than requiring states to ensure a sustainable and inclusive development for all. In cities, for example, people are routinely removed, often violently, from public spaces they utilize to perform life-sustaining activities like sleeping or eating. Those targeted are often already socioeconomically vulnerable, having limited education, being homeless, and or unable to afford the fines imposed. Violence and harassment by law enforcement officials is often accompanied by the unlawful confiscation of their few material possessions. As a result, access to socioeconomic goods remain inaccessible for these vulnerable groups. While these colonial era laws are outdated, many modern governments continue to amend, expand, and or introduce of these discriminatory laws, as exemplified by the COVID-19 laws. These measures may be legitimate, but research has shown that limited consideration was given to context, proportionality, and the impact thereof on the poor and vulnerable whose socioeconomic conditions make it difficult to comply with COVID-19 laws. Exacerbating efforts to overcome these challenges is the lack of quality disaggregated data on the impact of these laws. The Institute and the Global Campaign call on the African Commission to continue its admirable work to implement the principles on the decriminalization of petty offences, both in terms of the criminal justice system response to poverty and in addressing the underlying conditions that cause poverty. We also call on the African Commission to encourage states to collect and share disaggregated data on homelessness through research and engagement with civil society, to engage with stakeholders to use data for evidence-based policies and decision-making in designing services for the homeless and the poor, and to utilize existing soft law tools within both the African and the UN human rights system, such as the UN's 2012 Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, the 2020 UN Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing, and Resolution 43/14 by the Human Rights Council that collectively urge states to repeal laws and measures that criminalize life-sustaining activities in public spaces. Thank you. Nous vous remercions au nom de la déclaration que vous faites pour Doula Omar Institute. Et nous avons votre déclaration, nous allons l'exploiter et revenir vers vous après cette session. Je vais appeler Rachel Murray de Human Rights Implementation Center, qui prennent la parole pour 3 minutes et j'espère que ça va aller pour eux cette fois-ci. Rachel, vous êtes en ligne? I am online. Is that a better sound? Yes, 3 minutes, please. Thank you. And apologies for the technical difficulties. This statement is being made on behalf of Robert F. Kennedy Human Rights, the Human Rights Centre at the University of Pretoria, and the Human Rights Implementation Centre at the University of Bristol. As the Commission is aware, we've been conducting research individually and collectively on the implementation of decisions not only of the African Commission, but also the African Court, UN, and other treaty bodies. We welcome the attention paid to the implementation of decisions by the Commission in its meetings in Dakar and Zanzibar in 2017 and 18, and a panel devoted to discussing the issue at its 63rd session. In light of one of the recommendations from Dakar to increase capacity building activities between the Commission and relevant stakeholders, we'd like to draw the attention of the Commission to some of the important recommendations from these 2 seminars and offer our assistance in taking these forward. One of the recommendations was that the Commission should develop guidelines in respective AU working languages with indicators to assist states, NHRIs, and civil society in monitoring implementation. We note a guide on reparations for African states that the Human Rights Implementation Centre produced, a joint publication with redress for litigants, and NANRI have also produced guidance for NHRIs on monitoring implementation. We understand there's an ongoing effort on when, what, and how reparations should be granted, and a need for clarity on the formulation of reparations has been identified as being important for motivating implementation. We'd also like to propose the Commission consider further indicators to assist stakeholders
in implementation and monitoring. We stand ready to assist. In Zanzibar, it was acknowledged there was a lack of awareness of the Commission's recommendations due to non or delayed publication, and our centres remain available to assist in the informal translation of some of these decisions. Further recommendations were that the Commission develop a database with periodic updates on the status of implementation and a communication strategy. We have gathered information on measures taken by states to implement some of the decisions and remain available to assist in the development of a database. Another recommendation from Zanzibar was that the Commission should organise seminars and relate on working methods and related issues for stakeholders, and we remain available to collaborate with the Commission in doing so. A final recommendation we'd like to note is that the state should establish a central mechanism or unit at the national level responsible for coordinating issues. Our team have been working on gathering information on these national mechanisms and will share this with the Commission. Finally, all of these initiatives outlined in Dakar and Zanzibar and in the other documents of the Commission could be used to develop a complete implementation strategy, and we stand ready to assist on technical input to craft such a holistic strategy to enable the Commission to combine these ideas and move forward towards their realisation. Thank you. Merci beaucoup, Rachel, pour la déclaration que vous faites au nom de Human Rights Implementation Center de Pretoria. Transmettez nos salutations au professeur François Lyoun. Nous accueillons favorablement le renforcement de la collaboration entre notre organe et ce centre-là. Ils nous ont déjà appuyés par le passé, ils nous soutiennent maintenant et nous savons qu'ils nous soutiendront dans les jours à venir. Nous avons votre note. Personnellement, au niveau du bureau, je vais la relire encore calmement, plus la mise à jour que j'ai écoutée pour pouvoir relancer le centre pour tous ces mécanismes spéciaux qui doivent être impliqués. Au besoin, nous ferons un courrier pour le suivi de cette note-là. Je voudrais appeler pour terminer maintenant les ONG et boucler et passer au panel parce qu'on a perdu énormément du temps. Bon, on n'a pas perdu, mais l'agenda était comme ça déjà. Je voudrais appeler le rédac, pas pour 3 minutes, mais pour 1 minute et demie, parce qu'ils avaient déjà entamé leur discours, qu'ils ne reprennent pas le discours au début, mais qu'ils le prennent à partir de là où ils l'avaient laissé, quand ils se sont évanouis pour des raisons d'Internet. Est-ce que le rédac est là? Le rédac est-il en ligne? Yes, they're online. OK. Pour 1 minute 30, parce qu'ils avaient déjà consommé 1 minute 30. Ne relisez pas l'ancienne note, lisez à partir de là où vous avez fini, rapidement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous étions en train de dire la restriction de l'espace civique, la liberté d'association, de manifestation et les représailles à l'encontre des défenseurs des droits humains, malgré toutes les résolutions, les dispositions prises par la Commission africaine des droits de l'homme et tout ce qui se passe au niveau de notre sous-région. Monsieur le Président, nous sommes très inquiets sur la situation des états de droit dans notre sous-région et avec l'utilisation abusive des tribunaux militaires, Monsieur le Président, contre les militants de la démocratie, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme. Monsieur le Président, nous recommandons avec insistance à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'encourager les États de l'Afrique centrale signataires de la Charte, surtout la République démocratique du Congo, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, de cesser toute forme de menace, représailles et intimidation à l'encontre des défenseurs des droits humains, en particulier les femmes défenseurs, les défenseurs des personnes LGBTQ et les journalistes, d'adopter les lois portant promotion et protection des défenseurs en mettant un accent particulier sur les femmes défenseurs et les jeunes filles, de libérer purement et simplement les défenseurs des droits humains, les journalistes, les prisonniers d'opinion, en particulier au Cameroun, au Gabon, en RDC, au Tchad et en Guinée équatoriale, de respecter scrupuleusement les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et lutter efficacement contre l'impunité. Enfin, Monsieur le Président, nous demandons aux États du Cameroun, du Tchad, la RDC et la RC en particulier, de mettre en place des 4 propices de résolution de conflit afin de faire taire les armes conformément à la résolution 446 de la Commission africaine et conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine.
à l'État du Cameroun d'accepter une mission de promotion et de protection des droits de l'homme conduite par la Commission, ainsi qu'une mission d'enquête indépendante et impartiale d'établissement des faits pour la situation dans les régions du Nord et Sud-Ouest, mais également pour l'extrême Nord. Encourage la Commission nationale des droits de l'homme camerounais à plus de protection, n'est-ce pas, des défenseurs des droits de l'homme, Et enfin, Monsieur le Président, avec votre permission, à l'État du Tchad de respecter scrupuleusement les institutions démocratiques par la mise en œuvre de la CADEC avec un retour imminent à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente Maximilienne Ngombe du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Ainsi donc, nous mettons fin à ce point 3 sur la situation des droits de l'homme sur le continent. Nous avons appelé tout le monde, les États, nous sommes revenus, nous avons appelé les organisations intergouvernementales, les INDH, nous avons appelé les ONG, certaines se sont présentées, d'autres n'ont pas pu être là, c'est notre partie remise. Ceux qui ne se seront pas manifestés aujourd'hui se manifesteront alors physiquement lorsque nous aurons notre session en fin d'année en octobre à Banjul, comme nous l'avions déjà annoncé et programmé ici. Ceci nous amène pas vers la fin de la journée d'aujourd'hui, mais vers le panel, le dernier panel qui nous reste pour aujourd'hui, c'est le panel sur la peine de mort, le panel sur la peine de mort et la torture. La prévention de la torture, la peine sur la peine de mort et la prévention de la torture. Je sais que le commissaire Atem attend depuis le matin et le commissaire Idrissa également. Je demande aux ONG et à tout le monde d'écouter ce panel important. La peine de mort, c'est quelque chose qui tue encore l'Afrique et la torture, le commissaire Atem ne manquera pas de nous mettre l'eau à la bouche sur les principes Mendes, qui sont des principes importants, comme il avait dit, des alternatives à la torture au niveau des interrogatoires, c'est très important. Nous allons donc les suivre et je vais laisser au commissaire Atem et au commissaire Idrissa de prendre le leadership de ce panel. Nous en avons pour 1 heure. Nous demandons aux interprètes d'être indulgents et de nous accompagner jusqu'à la fin de cette journée qui était spéciale. Commissaire Atem, vous avez la parole avec le commissaire Idrissa pour 1 heure. Merci. شكرا سيد الرئيس. أتوجه بتحياتي إلى كل الحضور الكريم المشارك في هذه الندوة. أعتذر في بداية المداخلة إلى التأخير عن بدء هذه المحاضرة، وفي بداية هذا اللقاء أود أن أعطي الكلمة إلى أخي وصديقي. Interprète, vous pouvez interpréter le commissaire Atem plus. Vous voyez qu'il parle en arabe. Oui, interprétez le commissaire Atem, il parle en arabe. Sorry, Commissioner Hatem, could you move to the Arabic channel if you are speaking on Arabic? Can you move to the Arabic channel? Vous adressez à l'orateur? Oui, oui, il te demande de sélectionner le canal arabe. Ouais. Va sur le canal arabe, comme ça tu peux parler en arabe. Il faut que tu choisisses le canal arabe. أتنقل من قناة إلى أخرى عندما أتحدث بلغة ثانية. أعيد ما قلته سابقا أنني أتوجه الحضور الكريم، وفي بداية هذه الندوة أود أولا أن أعطي الكلمة إلى أخي وصديقي المفوض المحترم السيد إدريس سو، رئيس فريق العمل حول الإعدام، ليتفضل بإعطائنا لمحة عن هذه الندوة، ثم سأتولى تقديم باقي الحضور، وهو متكون من 4 مشاركين: السيد إيزيدور كليمون كابوشيشي من بنين، البروفيسور سيرج فريديريك تزو وهو عضو في لجنة منهضة التعليم بإفريقيا، ثم السيدة أنجيلا أوندو
وأخيرا السيد أبوذي أزونهيتو من بنين. سأتولى تقديمهم لاحقا عندما سأعطيهم الكلمة، ولكن أولا سأعطي الكلمة لأخي إدريس سو، فليتفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je vais saluer tous les participants, les membres du secrétariat, les interprètes également. Je voudrais, Monsieur le Président, me réjouir de l'organisation de cet important panel dont le thème porte sur la peine de mort et la torture. C'est un panel conjoint organisé par le groupe de travail sur la peine de mort et le comité pour la prévention contre la torture. Alors, cette organisation conjointe est à saluer parce qu'elle prouve simplement la transversalité qui existe entre les problématiques qui sont prises en charge dans nos différents mécanismes au sein de la Commission. Elle montre également l'interdépendance des droits qui sont aujourd'hui garantis par la Charte africaine qui est notre instrument de référence. Parlant de cette charte africaine qui est notre instrument de référence, il n'est pas nécessaire de revenir sur l'importance qu'elle accorde au droit à la vie. La peine de mort n'est pas citée de façon expresse, mais cette problématique est prise en charge sous l'article 4 de la charte qui parle expressément de protection de tous, de protection du droit à la vie. Et la prégnance de ces questions et l'importance de ces questions liées au droit à la vie explique que ces problématiques soient prises en charge également au sein de la Commission à travers un mécanisme spécial. Un mécanisme spécial qui est chargé de la peine de mort, des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Ce mécanisme a eu, par le passé, et continue à le faire, une importante production en termes d'instruments juridiques de soft law. Je pense à cet important document qui est l'observation générale numéro 3, qui a pour mérite de préciser le sens et la portée de l'article 4 de la charte et qui donne un tout petit peu, de façon très complète d'ailleurs, la philosophie et la doctrine de la Commission en matière sur la question de l'abolition de la peine de mort. Alors, à cet égard, je voudrais dire que l'objectif de la Commission, elle est très claire, c'est d'aboutir à une protection complète du droit à la vie. Quand je parle de protection complète, j'ai en arrière-plan la question d'une abolition universelle. C'est ça l'objectif. Nous y travaillons et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui est inscrit dans la matrice des actions que nous posons tous les jours. Mais, Monsieur le Président, également dans la stratégie, nous savons être réalistes. Nous savons que la question de la peine de mort est une question difficile. C'est une question qui doit être prise en charge parfois en tenant compte de certains éléments comme des référents religieux, comme des référents culturels. Donc, pour toutes ces raisons, nous savons être réalistes dans la stratégie. C'est la raison pour laquelle nous encourageons, à chaque fois que c'est nécessaire, nous encourageons en fait la consolidation aujourd'hui des moratoires que nous avons dans certains États. Nous encourageons également, nous appelons souvent les États également à faire en sorte que les peines de mort qui sont prononcées dans certains pays soient commises en emprisonnement à vie. Et pour cela, je voudrais me réjouir avec M. le Président Ngoï Lumbu de ce qu'on a eu ce matin, une bonne nouvelle qui nous est venue du Kenya, faisant état de ce que des condamnations à mort concernant 1400 condamnés ont été commis en emprisonnement à vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas la seule bonne nouvelle, parce que je voudrais aujourd'hui donner quelques indications sur la dynamique africaine en matière sur l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, on a des éléments qui peuvent en fait, qui sont de mon point de vue encourageants, parce que si on se fie aux statistiques qui sont disponibles à notre niveau, à ce jour, 23 États africains ont aboli la peine de mort pour tous les crimes.
À cela également, il faut ajouter les 19 autres qui observent un moratoire très solide, puisque c'est étant un moratoire qui dure depuis plus de 10 ans. Mais il y a également, il faut également dire que des points de préoccupation continuent à exister. J'en ai évoqué quelques-uns dans le rapport que j'ai eu à présenter lors de à l'occasion de notre présente session. Alors, c'est pourquoi je voudrais en fait faire un plaidoyer, renforcer mon plaidoyer en direction des INDH et en direction des ONG et en direction de tous les partenaires, de toutes les parties prenantes, pour qu'on accentue un tout petit peu le plaidoyer sur la question de l'abolition de la peine de mort. En quoi faisant? Mais en suscitant des débats de société autour de cette question. À quoi servent ces débats de société? En fait, ça permettra simplement de dissiper certaines appréhensions et certains a priori en fait, qui sont développés autour de la problématique de l'abolition de la peine de mort. On entend souvent dire qu'il faut garder cette peine de mort dans certaines législations pour dissuader. On entend également dire qu'abroger la peine de mort peut aboutir aujourd'hui à des situations d'impunité ou bien peut accroître la criminalité. Alors que de tout cela, en fait, il n'y a pas eu d'étude qui le prouve de façon très claire. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a une corrélation certaine entre l'abolition de la peine de mort et une éventuelle augmentation de la criminalité. Donc, c'est des idées reçues qui doivent être combattues, qui doivent être dissipées à travers les débats de société. Mais j'en viens maintenant, Monsieur le Président, sur la problématique centrale qui est posée autour de notre panel. C'est la problématique de la torture, de la peine de mort et de la torture. Je ne vais pas déflorer le fond des discussions que nous aurons à ce niveau parce que je laisserai le soin à nos panélistes d'introduire les différentes questions qui tournent autour du thème. Je voudrais simplement soulever quelques points pour lancer les débats et puis peut-être évoquer les attentes que nous avons par rapport à cette discussion. Le premier point que je voudrais évoquer et qui sert de point de départ à ma réflexion, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer la peine de mort comme étant une torture? Répondre de façon affirmative à cette question serait, de mon point de vue, assez périlleux, assez risqué, simplement parce qu'aujourd'hui, tous les instruments juridiques internationaux que nous avons n'ont pas en fait franchi ce Rubicon. Il n'y a aucun instrument juridique international de protection des droits de l'homme qui dit de façon claire que la peine de mort constitue une torture. On ne voit pas une telle assertion dans notre instrument de référence qui est la charte. On ne le voit pas également à travers l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et même le deuxième protocole à ce pacte ne va pas dans ce sens. Donc, on ne peut pas de façon formelle dire que la peine de mort constitue un cas de torture. Mais et c'est en cela que c'est intéressant, c'est en cela que notre thème est intéressant. Et on ne peut pas, à partir de cette seule réflexion, dire qu'il n'existe aucun lien entre la peine de mort et la torture. Il existe des situations dans lesquelles, en fait, il y a des liens évidents entre peine de mort et torture. Et c'est sur ces questions-là que nous attendons aujourd'hui nos panélistes. Et ces questions, j'ai à l'esprit au moins 3 situations sur lesquelles on pourrait peut-être discuter. C'est au cours des procès, dans lesquels des peines de mort sont prononcées. Quand on va à l'évaluation du caractère équitable de ces procès-là, il est possible de voir si en réalité des éléments de torture n'ont pas été décelés. Est-ce que la torture n'a pas été utilisée pour extorquer des aveux, etc., etc. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau sur lequel on pourrait trouver des relents de torture en rapport avec la problématique de la peine de mort, c'est au cours de la détention. De la détention, il est possible de trouver, de pointer des cas de torture, que ce soit des tortures psychologiques ou des tortures physiques. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir quelqu'un qui a été condamné à mort. Je crois qu'il pourra peut-être nous apporter un témoignage édifiant à ce niveau. Mais le troisième niveau également que je voulais évoquer avec vous, M. le Président, très rapidement, c'est au niveau en fait des éléments d'exécution en fait de la peine de mort, des instruments qui sont utilisés pour exécuter ces peines-là. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas déceler des éléments de torture?
Voilà des questions sur lesquelles aujourd'hui nous attendons nos panélistes et sur lesquelles nous espérons avoir des inputs qui nous permettront vraiment de renforcer la réflexion globale que nous avons autour de ces deux problématiques importantes pour la Commission, à savoir la peine de mort et la torture. Pour ne pas aller plus loin dans le fond des sujets qui seront discutés par nos panélistes, Monsieur le Président, je voudrais, à titre introductif, m'en arrêter à ce niveau et vous rendre la parole en remerciant encore une fois tous ces experts qui ont accepté aujourd'hui de venir discuter avec nous de cette question importante, mais également en remerciant nos partenaires qui nous ont accompagnés dans l'élaboration des documents conceptuels de cette activité. Je pense à la FIACAT, je pense à la Coalition mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Mais je pense également à nos amis du secrétariat, nos collaborateurs du secrétariat, à Mme Maricène et à M. Bruno. Merci beaucoup, M. le Président. Voilà ce que je voulais dire à titre introductif en attendant qu'on vaille plus loin dans les débats. Je vous rends la parole. Merci, chers frères, pour cette excellente présentation de ce sujet-là. Et vous avez bien défini la problématique que nous allons étudier. La peine de mort et torture. Y a-t-il torture dans la peine de mort? Moi, je vais m'abstenir comme vous de donner une réponse. Je le ferai à la fin des débats, après les 4 présentations que nous allons écouter. Et sans plus tarder, il me plaît de donner la parole à notre cher Isidore Clément Capochichi, qui est membre expert du groupe de travail sur la peine de mort des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et disparition forcée en Afrique. Il représente l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Chichi est également président de la Commission nationale des droits de l'homme du Bénin et il va nous entretenir du point relatif à la peine de mort comme forme de punition en Afrique, droit et pratique. Monsieur Isidore, vous avez la parole. Pour 10 minutes. 10 minutes. Je ne vois pas. Si, M. Isidore est sur mon écran, mais son micro est éteint. Ah, voilà. Allez-y. On vous écoute. Do we have a problem? Yes, he's online. He's online? You can see he's online. Yes. I see Mr. Isidore, but there is any sound. Monsieur... Vous m'entendez? Oui, oui. Je peux aller? Oui, allez-y, allez-y. OK. Je voudrais ici remercier les organisateurs de ce panel qui ont bien voulu m'associer en tant que membre du groupe de travail. Je remercie le président de la commission, mais également le président So, président du groupe de travail sur la peine de mort, pour cette initiative et me permettre d'intervenir sur la peine de mort comme forme de punition en Afrique, droit et pratique. J'ai 10 minutes. Alors, il n'y a aucune proportion entre la peine de mort et le meurtre qu'elle prétend punir. L'une est infiniment plus atroce que l'autre. L'homme que des brigands assassinent espère jusqu'à la dernière minute conserver la vie. On a vu des gens qui, le couteau dans la gorge, espéraient encore, fuyaient, suppliaient, mais ici, ce dernier reste d'espoir qui rend la mort 10 fois plus douce. On vous le supprime radicalement. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont d'un auteur russe, Mikhailovich Dostoevsky, qui nous interpelle tous encore une fois et justifie la lutte qu'ensemble nous menons pour l'abolition de la peine de mort en Afrique. La peine de mort comme forme de punition en Afrique, la peine de mort est définie comme une peine prévue par la loi, consistant à exécuter une personne ayant été reconnu coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par une institution judiciaire à l'issue d'un procès. Selon l'étude réalisée par la Commission africaine
en 2012 sur la question de la peine de mort, la peine de mort existait dans les communautés africaines précoloniales. Elle était utilisée pour les crimes graves comme la sorcellerie et les homicides, les méthodes d'exécution incluant la décapitation, l'empalement, l'empoisonnement ou encore l'enterrement vivant. Toutefois, une personne coupable d'un crime puni de la peine capitale n'était pas systématiquement exécutée. Cette personne pouvait être envoyée en exil temporairement ou requise pour la réparation ou le dédommagement, c'est-à-dire le prix du sang de la famille de la victime. La base pour la peine capitale étant la rétribution littérale ou l'incapacité permanente. Deux considérations principales nous révèle cette étude de 2012 entoure la notion de prix du sang, à savoir la nécessité pratique d'apaiser la colère de la famille de la victime pour la perte de l'être proche et la nécessité de promouvoir la paix et la réconciliation. La peine de mort pour une variété de délits divers a été une caractéristique importante de la législation dans l'Afrique coloniale et continue, malheureusement, de l'être dans l'Afrique postcoloniale à l'égard d'une liste élargie de crimes dans les États que nous qualifions de non-abolitionnistes. Que dire alors de la peine de mort comme forme de punition en Afrique, dans un premier temps en droit et dans un second temps en pratique? Cette interrogation, je vais y répondre en nous rappelant que des pays africains, envers et contre tous, s'accrochent au maintien de la peine capitale. Ces États pensent que la peine de mort, exécutée correctement et préalablement assortie de garanties judiciaires adéquates et efficaces, n'est pas interdite par le droit international des droits de l'homme. L'argument de base en faveur de la peine de mort est qu'elle permet de dissuader la commission du crime, de prévenir la récidive et qu'elle est une forme appropriée de punition pour les crimes graves. Le maintien de cette punition en droit trouve sa justification dans le soutien public pour la peine de mort, le soutien guidé par l'ignorance et l'analphabétisme, l'absence d'une police efficace dans plusieurs pays, l'impunité dans d'autres, l'influence de la tradition et de la religion. Le président Sow l'a rappelé tout à l'heure dans son propos introductif. Le maintien de la peine de mort dans la législation d'un État, son application comme punition, nous invite à une réflexion permanente posée par Victor Hugo. Si tuer est un crime, peut-on rendre justice en le reproduisant? Point d'interrogation. Au cas où l'État ne le reproduisait pas, le groupe de travail sur la peine de mort se pose la question de savoir s'il est réellement humain de garder une personne dans les couloirs de la mort pendant des années sans qu'elle sache si demain sera ou non son dernier jour. La réponse à cette question nous conduit au second axe de notre intervention, c'est-à-dire la punition en pratique. Le constat général que l'on fait sur le continent africain est que les pays africains se hâtent lentement, mais sûrement vers l'abolition totale de la peine de mort. Le constat général est que l'Afrique condamne beaucoup à la peine capitale, tout le monde est d'accord là-dessus, mais que l'Afrique exécute moins ou pas. En un mot, en pratique, la punition semble être abandonnée, car même si le combat pour l'abolition de la peine de mort sur notre continent nécessite une veille permanente, la tendance du continent africain est à l'abolition de la peine de mort. Des États ont aboli la peine de mort en droit. Pour ces États, la peine capitale constitue tout simplement une violation du droit à la vie et de l'ensemble des droits y afférents. Des États appliquent un moratoire de fait sur les exécutions. Ce sont des États que nous pouvons qualifier d'indécis, à cheval entre l'abolition et le maintien de la peine de mort. Le moratoire reste cependant un État incertain, car dans ces pays, la peine capitale reste en vigueur et les juridictions compétentes peuvent condamner à mort. Les condamnés ne sont pas exécutés, mais peuvent demeurer dans le couloir de la mort pendant des décennies, ce qui est traumatisant et angoissant. Le groupe de travail encourage l'abolition de la peine de mort en rappelant tout simplement dans les paragraphes A, intitulés « La nature du droit et des obligations » de l'État relative aux droits
à la vie, et dans le paragraphe D intitulé de l'abolition de la peine de mort, que le droit à la vie est un droit humain fondamental. Et que pour ce faire, les États qui abolissent la peine de mort ne doivent plus revenir sur leurs décisions ou encore contribuer à envoyer dans des pays d'origine qui pratiquent encore la peine capitale des individus arrêtés sur leur sol. Ainsi donc, pour le groupe de travail de la Commission africaine sur la peine de mort, le droit à la vie s'oppose à la peine de mort. Le droit à la vie est un droit humain fondamental. Et donc, je veux ici, par ma voix, encourager les États africains en droit et en pratique à adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international sur les droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, qui se révèle être un véritable engagement de la part d'un État à ne plus jamais exécuter aucune personne sur son territoire, article 1, et à prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction, article 2. Je marque également un arrêt ici pour féliciter la République du Bénin, mon pays, qui, après l'entrée en vigueur du deuxième protocole en octobre 2012, a rendu publique la décision du président de la République de commuer en peine de réclusion criminelle à perpétuité la peine des 14 condamnés à mort qui attendaient dans le couloir de la mort. C'était en février 2018. L'engagement du Bénin est allé jusqu'au bout avec la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort, article 15 nouveau de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du Bénin, et qui énonce, je cite, j'ai presque fini, qui cite, je dis, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Fin de citation, et je conclus. Je conclus en disant que la commission béninoise, la commission africaine des droits de l'homme, à travers son groupe de travail, dont je suis membre expert et qui me vaut l'honneur de prendre la parole ici, espère vivement que le protocole sera enfin adopté et sera la preuve de l'engagement de l'Afrique à consacrer la peine de mort. Car la mise à mort d'un coupable ne ramène pas à la vie la personne décédée. Je vous remercie pour votre attention. Le temps est court, Monsieur le Président. J'aurais aimé tellement partager de choses, mais je m'en tiens là et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami, pour votre excellente présentation. Je sais que le sujet est très vaste. Nous avons encore 3 orateurs à écouter. Nous allons passer la parole maintenant au professeur Serge Frédéric Mbouni-Zeze, qui est un éminent membre expert de notre comité pour la prévention de la torture. M. Serge est professeur à l'Indian Management and Scientific Research à Mumbai. Il est également chargé d'enseignement 1 an en Master 2 droit international et droits fondamentaux. Il est coordonnateur du certificat en droit du travail et relations professionnelles à l'Institut québécois des affaires internationales. Il est également, M. Serge, est président général de la Fondation internationale pour la paix, les droits de l'homme et le développement, la FIPAD, Organisation internationale de droit camerounais, dotée du statut consultatif spécial auprès de l'ONU. Le professeur Serge va nous entretenir du lien entre la torture et la peine de mort et des évolutions juridiques et doctrinales en Afrique. Professeur, vous êtes là? Oui, professeur, allez-y, je vous vois sur l'écran. Vous avez la parole pour 10 minutes. Non. Monsieur Serge, ouvrez votre micro. S'il vous plaît, fermez le micro. Monsieur Serge, sinon je passe au 3e orateur.
Well, can you help me? I believe the professor seems disconnected. Okay, no problem. We don't have enough time to wait more. So I think I will give the floor to Mrs. Angela Wando Ozoma Ishuku. Are you ready? Yes, I am ready. Okay, nice. So please, give me just 1 minute to introduce you to the panel. Alors, Madame Angela va nous entretenir de la vulnérabilité des personnes condamnées à mort. Madame Angela est avocate et militante des droits de l'homme. Elle a plus de 12 années d'expérience dans la programmation internationale des droits de l'homme, l'assistance juridique, la formation et le plaidoyer. Elle est actuellement chef du bureau d'Avocats sans frontières France au Nigeria et elle met en œuvre des projets sur la torture et travaille à l'abolition de la peine de mort au Nigeria. Ses activités comprennent l'accès à la justice pour les victimes de torture et les personnes condamnées à la peine de mort au Nigeria. Alors, comme vous le savez, Avocats sans frontières France est membre de la coalition mondiale contre la peine de mort. Mrs. Angela, you have the floor, please. Thank you very much for giving me the floor, Honorable Chairman, Honorable Commissioners. I am quite honored to be a part of this very informative panel discussion. As already introduced, I work for Avocats sans frontières France in Nigeria. And Avocats sans frontières is a member of the World Coalition Against the Death Penalty. And the issue that we're discussing today is very important. Talking about the link between torture and the death penalty. I will be speaking more on the vulnerabilities of persons facing the death penalty. So we know that individuals who are facing the death penalty face several vulnerabilities. Particularly, they are vulnerable to torture, inhuman, degrading treatment, and punishment. And this vulnerability is evident, especially at various stages. First of all, at the interrogation stage of the criminal proceedings, during detention on death row, but also at events leading to execution, of course, also averting our minds to conditions of persons on death row. I will explain a little bit further. Now, these issues are so important that the theme of this panel is actually from the theme for the World Day Against the Death Penalty, as scheduled by the World Coalition Against the Death Penalty. This World Day is celebrated every 10th of October, and it's this year, October, we're going to be bringing attention to this disturbing link between the death penalty and torture. Now, in the course of our work in Avocats sans frontières France, we are representing persons who are victims of torture and also persons facing the death penalty. When ASF France launched this project back in 2009 to promote the principles of the United Nations Convention Against Torture and also to provide legal assistance to victims of torture, we observed, we made an observation that most of the victims of torture that were being represented on the project had actually been subjected to varying degrees of torture. So that was our first instinct of seeing the correlation between the death penalty and torture. So we know that even though our project was for victims of torture, we observed that most of these victims were in fact charged with offenses punishable by death. In 2011, we launched another project, the Saving Lives Project Against the Death Penalty. And in the course of representing persons on death row in Nigeria, we also made the same observation, showing a pattern that persons arrested for capital offenses or facing the death penalty were more likely to be subjected to severe forms of physical and psychological torture than other suspects of crime. So we know that at various instances, this is particularly important to highlight because first of all, we know that torture is prohibited under international law and in fact, under international customary law, torture is one of those
is designated to be under jus cogens as a non-derogable right under customary international law, and of course other countries, it continues to exist. However, linking this back to the work that we're doing on torture and the death penalty, we found out that the primary motive why the torture was meted out to a lot of the persons who are on death row is at the first instance at the point of interrogation to extract confessional statements leading to their conviction. And of course, this is an unacceptable practice, it's a violation of the right. And this is one of the reasons that we continue to insist that there is a correlation, there's a link between torture and the death penalty. Now, under international norm, it has also been established that death penalty would amount to torture at various points. And one of these actually is, as mentioned by Commissioner Stowe, is the methods of execution. Now, in the African continent, I'm very happy that we're having judicial decisions that are actually progressive enough to declare that methods of execution of the death penalty amounts to a violation of the absolute. The few cases I would like to raise is one emanating from Nigeria, a high court in Lagos, James Ajulu, against the Attorney General of Lagos State, stated categorically that execution by hanging and firing squad would amount to a derogation of the right to human dignity and therefore unconstitutional. This is very progressive coming from the African continent. And this, you will find just the second one, and I move to something else, is the state against Maputo, held by the South African Constitutional Court. This is a much earlier case that held that executions were contrary to the prohibition against torture, cruel, inhuman, degrading treatment. Now, apart from the methods of execution, I would also want to highlight that circumstances leading to execution could also amount to psychological torture and therefore a violation of the prohibition against torture, absolute prohibition against torture. For instance, in 2013, a case that was taken to the ECOWAS Community Court, the sub-regional court here in Africa, by Avocats Sans Frontières France. In that particular case, is very instructive to the issue we are discussing. Executions had occurred in Nigeria in 2013, and our client was taken into the gallows alongside three other detainees who were eventually executed, but our client was taken back to the cell after being left. Excuse me, Mrs. Angela. Yes. Nous n'arrivons pas à vous entendre. Votre connexion est mauvaise. Est-ce que vous pouvez l'arranger? Parce qu'on n'arrive pas à vous suivre. Les traducteurs n'arrivent pas à vous suivre. Votre connexion est très mauvaise. You have a bad connection. Allez-y, reprenez. On va voir si ça va mieux. Allez-y. Proceed on. Is it better now? Allez-y, allez-y. Okay, so I was sharing about the case of Tango de Bos, which was taken to the ECOWAS court, a death row detainee who was taken for execution in Nigeria in 2013, alongside three others, who, in that case, thank God, was taken from the gallows back to his cell. So in that case, our legal team argued that this is an extreme form of psychological torture, taking an individual, even if he is condemned to death, to the gallows and back to his cell. And the court agreed with us because in Tango's words, he said he died 1,000 times as he was led to the gallows. This shows that sometimes the circumstances leading to execution could also amount to psychological torture, as in Tangod's case. And I'm happy to announce that in this particular case, Tangod was eventually released from prison in 2014 as a result of this intervention. Finally, I would round up by talking about death row phenomena. This actually speaks directly to the conditions in which death row inmates are kept, sometimes for very long years, as you have sometimes in Nigeria, 30 years on death row,
when we raise the issue of the death row phenomena, this also affects the cycle. It is a form of psychological torture due to the long wait on death row, having the death sentence hovering over the heads of the detainees. And when we raise this issue, this is not to be confused as urging for executions, drawing attention to the inhuman conditions of persons who are detained on death row. And on this, Nigeria actually has now a progressive legislation under the Nigerian Correctional Services Act, which recommends that if a person has stayed for over 10 years on death row, he could now be recommended for the death sentence to be commuted to, for example, life imprisonment. Now, while we know that countries in the continent, in the African continent, who continue to maintain the death penalty argue that such executions are within their domestic law, it is important to note that such executions should not be in contravention of its international or regional human rights obligations regarding the absolute prohibition of torture. And these are some of the issues that time will permit me to lay, but I invite you all to join in the various events across the world that will be held on the 10th of October, where across various countries in the world, this issue will be handled in-depthly, linked between torture and the death penalty. Thank you for listening. C'est moi qui vous remercie pour la concision. Vous avez juste épuisé vos 10 minutes et je vous en remercie. Je vois le professeur Serge qui est là sur mon écran. J'espère que sa connexion est bonne. Alors, je reviens vers lui pour qu'il nous entretienne sur le lien entre la torture et la peine de mort et les évolutions juridiques et doctrinales en Afrique. Allez-y, professeur. Ah, il a disparu encore. Monsieur Serge, est-ce que vous êtes encore là? I believe he's disconnected. He's disconnected. Okay, we cannot wait more. Alors, je reviens vers notre dernier panéliste, qui est Monsieur Yaoubi Azonhito, qui est un ancien condamné à mort au Bénin, un membre de la CAT Bénin. Monsieur Yaoubi a passé 25 ans en prison, dont 20 ans dans le couloir de la mort. Monsieur Yaoubi, vous êtes là? Oui. Monsieur Yaoubi? Monsieur Azonhito? Yes, they are online. I can see their mic is on. No, his mic is, I don't know. I see one micro closed. Monsieur Yaoubi, est-ce que vous nous entendez? Alors, Monsieur Zohoun me dit qu'il est en ligne. D'accord, je veux bien. Mais il faut qu'il ouvre son micro. Monsieur Yaoubi, ouvrez votre micro. Voilà, allez-y, on vous entend. Allez-y. 10 minutes. On ne vous entendra pas, monsieur Yaoui. Est-ce que vous avez d'autres instruments à côté de vous?
Tu l'as fermé encore. Monsieur Serge n'est pas revenu? Ah. On ne vous entend pas. Allô? Oui. Allô? Oui, allez-y. On vous reçoit, mais il y a un bruit de fond. Est-ce qu'il peut continuer à parler? Allez-y, parlez. Mon nom est Adrien. Le 4 octobre 2024. Est-ce que vous l'entendez dans la cabine? Pardon? On ne vous entend pas. Il y a un bruit de fond. La cabine, est-ce que vous le recevez bien ou non? Non, pas moi, mais M. Yaoudi. Voilà, là, il a fermé son micro, mais tout à l'heure, on n'entendait que les grincements. Oui, c'était inaudible. I believe they must be having a connection problem. Je vais lui dire. Monsieur Yaoudi, on vous demande de baisser le son de votre ordinateur pour qu'on puisse vous entendre. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui. Bon, mon nom c'est Maputo Yaoudi. Je suis né le 4 octobre 1964 à Ethiopie. En effet, en décembre 1987, nous nous étions constitués dans le but d'aider un ami à s'émanciper de son patron qui l'avait marqué. Suite à un accident de travail. Dans l'accomplissement de cette voyance, il y a une couche d'exercice volontaire à la loi du patron qui a amené à une incapacité de travail de moi. Après notre procès, nous avions été arrêtés par la police. Nous étions 5 et 2 ont été condamnés à 20 ans de prison. Et les 3 autres dont je faisais partie ont écouté de la peine capitale. Malheureusement, un a passé de vie à ses parents. Ma souffrance a commencé dans le plan de la mort et le fait de m'en souvenir de la psychose de la mort que chaque coup de clé dans la porte de notre vie nous apportait me donne encore aujourd'hui la chair de souffrir. J'étais en permanence en départ de mort prochaine. Même à la porte d'un cas que je disais. Monsieur Yaoudi, vous êtes complètement inaudible. Je regrette.
Madame la vice-présidente, je vois votre main levée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, oui, c'est pour évoquer également la même question. Il est inaudible. Donc, il part dans le vide. Même les interprètes n'arrivent pas à interpréter ses propos. Oui, je suis tout à fait d'accord. Commissaire Hatem, donnez-lui un petit temps qu'il puisse se reconnecter. Dans notre temps, vous poursuivez avec les autres orateurs ou les questions. S'il revient, vous le reprenez. C'est ce que je m'apprêtais à faire parce que l'autre orateur aussi, il apparaît, il disparaît, M. Serge. Donc, on est très en retard. Donc, je vais ouvrir donc, le débat, les questions-réponses. Alors, je reviens vers mon frère Idrissa, s'il veut intervenir en premier, s'il a des choses à dire, et après, les autres commissaires et tous les présents. Je préfère que vous donniez la parole aux assistants, à ceux qui n'ont pas encore pris la parole, pour leur permettre d'intervenir dans le débat. Voilà. Les commissaires, est-ce qu'un commissaire veut intervenir? Je ne vois pas de main levée. Si je suis. Oui, allez-y, Madame Maya. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le commissaire Hatem. Tout d'abord, je voudrais présenter mes salutations à tous les participants, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je voudrais également remercier les organisateurs de cet excellent panel. C'est dommage que nous avons des problèmes de connexion avec d'autres intervenants, mais les idées, notamment, qui fusent de ce panel sont très intéressantes pour pouvoir aborder la question du lien entre la torture et la peine de mort. Alors, suite aux deux interventions, notamment celle de M. Capochichi, que je salue ici, et également de la représentante de Médecins sans frontières, je pense que pour pouvoir établir ce lien tenu entre la peine de mort et la torture, tout d'abord, M. Idrissa Sow avait évoqué quelques éléments qui permettaient de rendre compte de cette liaison entre ces deux aspects. Également, Capochichi a évoqué certains. Alors, je pense qu'au-delà de la torture physique que pourrait éventuellement subir un condamné à mort, il faut surtout s'appesantir sur la torture morale. La torture morale de ce condamné à mort qui s'inscrit tout d'abord dans le fait que ce condamné à mort va rester, comme vous l'avez dit, peut-être 20 ans dans le couloir de la mort. Le fait de rester 20 ans dans le couloir de la mort est une véritable torture. Alors, pour certains, bien sûr, l'exécution interviendra au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Pour d'autres, c'est au bout de 5 jours. Après le prononcé, justement, du jugement d'exécution. Donc, vous voyez également comment va être modulée la torture. Il y a également la torture qui est subie de manière directe ou indirecte par la famille. La famille également est dans une situation de torture parce qu'elle attend toujours justement cette exécution de la peine de mort. Alors, c'est dommage que M. Serge n'ait pas pu intervenir parce que ce que surtout l'on voudrait faire apparaître, je pense, au niveau de ce panel, c'est que dans le cadre de cette liaison entre peine de mort et torture, et dans ce qu'il aurait pu développer dans l'évolution juridique finale, c'est de voir que si il y a une interdiction de la torture, qui s'est largement exprimée de manière universelle dans de nombreux instruments internationaux. Pour la peine de mort, il y a également cette interdiction qui existe, mais qui est beaucoup plus variable par rapport aux instruments internationaux, qui peut se retrouver dans certaines constitutions, mais qui n'est pas affirmée en tant que telle, puisqu'il y a encore des États qui s'adonnent à la peine de mort. Donc, cette relation importante, et je crois que M. Serge allait l'évoquer, c'est le fait de dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la torture, que la peine de mort, l'interdiction de la peine de mort, au même titre que l'interdiction de la torture, puisse devenir ce qu'on appelle des règles impératives, c'est-à-dire des règles indérogeables. Et je crois que si on arrive notamment à faire cet assemblage entre ces deux types de prohibitions, d'interdiction, on pourrait avancer effectivement vers le fait que l'interdiction de la peine de mort puisse rejoindre également le canevas de l'interdiction de la torture. Alors, en ce moment-là, au niveau juridique et au niveau doctrinal, on est encore dans ce que j'appellerais peut-être une règle, l'évolution ou l'apparition d'une règle coutumière en la matière. Et sur ce plan, il semblerait qu'il faudrait encore creuser un peu plus pour pouvoir voir ce lien
véridique et juridique entre interdiction de la peine de mort et interdiction de la torture. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, merci pour cet excellent panel. Merci, chers collègues. Je vois que M. Yaouvi est apparu sur l'écran. Est-ce que vous pouvez intervenir? Est-ce qu'on peut vous écouter? Allez-y. Oui, je peux intervenir, monsieur. Bonjour, monsieur le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Honorables membres du commissaire, chers panélistes, je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte de me prononcer sur mon passage dans le couloir de la mort. Mon nom est Azoïto Yaoubi, né le 4 octobre 1964 à Guézin, au Bénin. En effet, en décembre 1996, nous nous étions constitués dans le but d'aider un ami à se venger de son patron qui l'avait marginalisé suite à un accident de travail. Dans l'accomplissement de cette vengeance, il y a eu coups et blessures volontaires à l'endroit du dit patron, qui s'en est sorti avec une incapacité de travail d'1 mois. Après notre forfait, nous avions été arrêtés par la police. Nous étions 5. 2 ont été condamnés à 20 ans de prison. Et les 3 autres dont je faisais partie ont écopé la peine capitale. Malheureusement, l'un est passé de vie à trépas. Ma souffrance a commencé dans le couloir de la mort. Et le seul fait de m'en souvenir, la psychose de la mort que chaque coup de clé dans la porte de nos cellules m'apportait me donne encore. Madame Maya, votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Oui, allez-y, M. Yaoubi. Et le seul fait de m'en souvenir de la psychose de la mort que chaque coup de clé dans la porte de notre cellule m'apportait me donne encore aujourd'hui la chair de poule. J'étais en permanence hanté par ma mort prochaine. Même à l'approche d'un simple bruit de pas, j'ai vécu dans un contexte de stress et d'anxiété extrême. On était enfermé dans une cellule exiguë qui a pour dimension 3,7 m de longueur et 3,5 m de largeur. On nous faisait sortir une fois dans une année pour aller nous raser et on se lavait après le rasage. On a fait plusieurs années et cela est revenu à 2 fois dans une année. C'était une période marquée par des mauvais traitements inhumains, dégradants, vraiment insupportables. Parce que la psychose de la mort a plus d'effet que la mort elle-même. Chacun de nous se demandait ce qui allait se passer dans un moment à un autre. Pendant ce temps, les organisations de la société civile, comme ACAT Béné, la FIACAT, l'Amnesty International, luttaient pour sauver la vie. C'est dans cette souffrance que nous avons appris d'abord l'abolition de la peine de mort. Et moi, particulièrement, des années plus tard, la grâce présidentielle me donnait la liberté. J'en profite
pour remercier le gouvernement et en particulier le chef de l'État. Et aussi Akat Bene et la FIACAT. De même que tous les ONG défenseurs des droits de l'homme et toutes les institutions de l'État. Libéré en janvier 2022, je suis désormais engagé aux côtés de la CAT Bénin. Mais je peux vous dire que le sentiment qui m'anime aujourd'hui, après ma libération, est un sentiment de gratitude vis-à-vis de toutes ces personnes, de toutes ces bonnes volontés qui se sont engagées à combattre la peine de mort, que j'espère sera dans un peu de temps de l'histoire ancienne partout dans le monde entier. Aujourd'hui, ma situation est très précaire parce que je suis confronté aux méfiances de ma famille. Tout le monde me fuit parce que j'ai été condamné à mort. Même là où je suis, je n'ai pas un toit même pour m'abriter. Je suis là comme une feuille qui est tombée d'un arbre qui n'attend que le vent qui va souffler pour l'emporter. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir accordé cette opportunité de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Merci. Et je reste disponible pour d'autres opportunités. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, M. Yaouvi, pour ce poignant témoignage et nous vous souhaitons bonne chance dans votre vie. Je ne revois pas M. Serge, le Cameroun est injoignable. Bon, alors je reprends les questions-réponses et je vois que notre consort Maria Teresa veut prendre la parole. Allez-y, commissaire Maria Teresa. Muito obrigada, senhor presidente da sessão deste painel. Cumprimentar a todos, cada um na sua devida categoria, uma vez que é a primeira vez que tomo a palavra hoje. E tomo exatamente para felicitar os colegas, comissário Hatem e comissário Idrissa, por este excelente e oportuno painel. Exatamente porque traz-nos a reflexão sobre questões que muitas vezes passamos de lado porque ninguém quer, apesar de elas existirem, apesar de conviverem conosco, apesar de percebermos que há países que continuam a aplicar a pena de morte, cuja desculpa, cujo argumento é que são questões culturais, mas nós vemos agora pelo testemunho do senhor Yaouvi que são situações muito são péssimas. Então, eu saúdo exatamente porque da contribuição resultante deste painel sairão algumas notas que nós iremos usar para melhorar as nossas formações para os agentes que, tanto agentes que aplicam a lei. Porque tanto a pena de morte como a própria execução resultam de uma lei existente num determinado país. E ela é colocada em prática pelos agentes incumbidos desta situação. Então, é exatamente para isso que eu
pedir a palavra para agradecer e, no final, partilharmos as recomendações que saírem deste painel para podermos enriquecer os nossos seminários de formação dos nossos agentes de aplicação da lei. Mais uma vez, obrigada e boa sorte a todos, principalmente ao senhor Yaouvi. Merci, chers collègues. Est-ce que je vois la commissaire Janet et le commissaire Moutford. Mrs. Janet, please, you have the floor. Yeah, thank you very much, Commissioner Hatem. I want to also take the opportunity to thank you and Commissioner Sow and all the panelists for your presentation and for organizing this panel in particular. This is a very important panel, and it's important to all of us because sometimes when we talk about the incidences of death penalty, we've had the experience in our context where sometimes for political reasons, for political motivations, people are put on death row. So it's not in all instances where the death penalty arises from heinous crimes. Sometimes it could be just politically motivated. But mine is to just bring on and draw attention to women who may be actually subjected to the death penalty or who may be subjected to execution, so that whatever recommendations we have at the end of the day to address the issue of death penalty as vis-a-vis whether it is an act of torture, to underscore and underline the fact that any execution or any form of execution on a woman, especially pregnant woman and a lactating mother, cannot amount to anything else but torture and a heinous act against human dignity, just to reinforce the perspective and the aspect relating to women, so that at least when we have our recommendations at the end of the day and plan as to how to move forward, we also take into consideration the vulnerable status of women, especially women in distress, pregnant and lactating mothers. Thank you very much. And I also want to take the opportunity to thank everybody for the previous contributions. I don't want to repeat those here. Thank you. Merci, chers collègues. Commissaire Moutford, you have the floor. Thank you, Commissioner Hatem, and good afternoon, commissioners, distinguished delegates, members of the Secretariat, and interpreters. I also want to join my colleagues in thanking Commissioner Hatem and Commissioner Idrissa for organizing this panel discussion. I think the panelists were quite insightful in, wow, what has happened? We're quite insightful in whatever they had to tell us. And for me, I have a question for Mr. Yaouvi. I wanted to find out, because I think I missed out on the offense which he was charged with, which led to the sentence of to death. And then I would also want to hear from him how he would describe the trial that he underwent before he was sentenced. How would he describe it? Thank you, Commissioner Hatem. Merci. Commissaire Derso. Good afternoon, colleagues. Thank you very much, Commissioner Hatem. Greetings to members of the panel and also to Commissaire Derso. Yes, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, Commissioner Hatem? Oui, on vous entend. Allez-y, Commissaire Derso. Thank you once again, Commissioner Hatem. And would like to thank you, Commissioner Hatem, and Commissioner So as well as all the members of the panel. I would like to echo
Commissioner Janet's point that under the general comment of the African Commission on Human and People's Rights on Article 4 of the African Charter on the Right to Life, on paragraph 25, it clearly states that whatever the offense or the circumstances of the trial, the execution of pregnant or nursing women, children, elderly persons, and persons with psychosocial or intellectual disabilities will always amount to a violation of the right to life. Yeah, I just wanted to add that. Thank you very much. On vous remercie, commissaire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Parmi les ONG, les INDH, je ne vois pas de main levée, donc je vais revenir vers les panélistes pour répondre. Alors, je vais donner la parole à M. Yaouvi, s'il est encore avec nous, pour qu'il réponde aux interrogations du commissaire Medford. M. Yaouvi, est-ce que vous êtes là? Je ne le vois pas. Commissaire Idrissa, je vous redonne la parole. Après, je reviendrai vers M. Isidore Kapochichi et Mme Angela. Oui, allez-y, commissaire Idrissa. Oui, merci, Monsieur le Président. À ce stade des discussions, je voudrais vraiment me réjouir de toutes ces réactions qui ont été suscitées par le débat qu'on a eu autour de cette question intéressante relative aux relations, aux interactions qui peuvent exister entre la peine de mort et la torture. Donc, les différentes interventions qu'on a écoutées aujourd'hui montrent que de façon évidente, il y a des liens certains entre ces deux concepts. Voilà. Donc, et puis, les interventions que nous avons, les réactions que nous avons reçues des différents commissaires montrent à quel point cette question est transversale. Moi, j'ai encore à l'esprit ces propos de Mme Maya qui un tout petit peu se réfère à l'état du droit international aujourd'hui en disant qu'il est temps que la notion que la peine de mort en réalité puisse être élevée à un niveau de droit du jus cogens, que ça soit en réalité quelque chose même d'indérogeable. Mais pour arriver à ce niveau, il faudrait qu'il y ait une évolution dans les textes internationaux aujourd'hui. On ose aujourd'hui affirmer de façon certaine que la peine de mort est de toute façon contraire au droit à la vie et qu'elle est assimilable même à une forme disons, elle est assimilable à la torture. Tant qu'on ne sera pas à ce niveau, il sera très, très difficile d'en faire une norme de jus cogens, une norme, disons, indérogeable. J'ai également été très, très, très intéressé par les interventions de commissaire Manuela qui montrent également qu'il y a des liens très, très forts entre la condition de détention et la situation même du condamné à mort qui peut être en fait sujet à des cas de torture. Le rappel fait par Mme Janet Ndiaye et M. Terso également par rapport à ce qu'on a dit dans notre observation générale sur le cas des détenus condamnés à mort enceintes ou allaitantes est très important et nous l'avons bien noté. En tout cas, Monsieur le Président, pour résumer, vraiment, je me réjouis encore une fois de toutes les propositions intéressantes qui ont été exprimées aujourd'hui dans le cadre de ce panel. Je dis simplement que nous ne voulons plus d'une justice qui tue. Nous ne voulons plus d'une justice qui tue parce que, comme le disait Robert Badinter, la justice qui tue, c'est finalement la justice qui a foi à son infaillibilité, alors que nous savons tous que nos justices, ce sont des justices à dimension humaine, c'est des justices qui sont perfectibles. Donc, vraiment, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une justice qui punit quand il le faut, mais qui punit avec
humanité. C'est pour cela vraiment je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous les États membres pour leur demander d'aller dans le sens de l'abolition de la peine de mort et de consolider aujourd'hui les moratoires qui sont observés dans certains pays. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments que je voulais, à titre de conclusion, apporter au débat, en vous remerciant encore une fois pour la belle conduite de cette discussion. Merci. Merci à vous, chers frères. Alors, je vais passer la parole à M. Isidore Clément pour un mot de la fin de 2 minutes. Nous sommes très en retard. M. Isidore, je vous en prie. Pour le débat, pour les contributions et renvoyer tout un chacun, ceux qui le veulent bien, aux observations générales, à l'observation générale numéro 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif au droit à la vie, l'article 4 dont a parlé l'honorable Solomon tout à l'heure, où il y a plusieurs points qui concernent non seulement les femmes, mais également les enfants. Les enfants aussi sont pris en compte dans la question de la peine de mort. Il en est de même pour les procès collectifs qui ne doivent pas faire l'objet d'une condamnation à la peine de mort. Et enfin, souhaiter que nous ayons enfin une solution au travail formidable fait par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le protocole à la Charte africaine concernant l'abolition de la peine de mort. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre précision. Madame Angela est encore avec nous pour le mot de la fin. Yes. Mrs. Angela, yes, thank please. you once You have the again. floor. Just 2 minutes. 2 minutes. Yes. Okay, thank you once again, Honorable Commissioner. I want to recall that the death penalty does not serve as a deterrent, and at this point that we have highlighted very strongly that the link between the death penalty and torture, it is now for countries in the continent to ensure that it lives up to they live up to their international obligations with regards to the absolute prohibition of torture in the continent. And with this, I urge all countries in Africa that continue to retain the death penalty, such as Nigeria, to consider putting in place a moratorium. Thank you. Merci, Madame, pour votre concision. Alors, ce panel prend fin et si je peux dire pour résumer que le lien et l'interconnexion entre la peine de mort et la torture a été mis en évidence. Ce lien est d'abord, comme l'a signalé le président Sow, commence parfois par les commissions d'enquête, par les interrogatoires qui se font sous la torture. Ensuite, quand il y a condamnation, il y a une torture morale, comme l'a souligné la vice-présidente Maya Salivadel, dans ce couloir de la mort. Il y a une torture morale, une torture pour les gens. Je disais la semaine dernière, un condamné avait passé 30 ans. Il va être exécuté aux États-Unis après 30 ans dans ce couloir de la mort et ne sachant pas torturer continuellement quand est-ce qu'il allait perdre la vie. Mais il y a ce dont on n'a pas beaucoup eu le temps de parler, c'est la torture pour les familles, donc qui ne savent pas ce qui va advenir de la personne condamnée. Et troisièmement, il y a l'exécution de la peine elle-même qui est parfois une torture. Alors là, je vais dire que certaines formes d'exécution n'ont plus aucun sens humain. Alors, certains pays, heureusement, qui ne sont pas sur notre continent, appliquent encore la lapidation. La lapidation où une femme est presque enterrée vivante et où on doit la tuer à coups de pierre.
Et j'ai servi en tant que diplomate dans un pays qui applique encore cette peine-là. Il y a d'autres peines également qui sont très cruelles, inhumaines et dégradantes. Donc, heureusement que nous n'avons pas ça sur le continent, mais l'exécution de la peine peut être également une forme de torture. Donc, voilà tous les aspects que nous avons vus durant ce panel et qui ouvrent d'autres débats que nous pouvons avoir ultérieurement. Alors, je tiens à remercier donc, mon frère et collègue, le président Idrissa Sow, pour l'organisation. C'est un panel conjoint, mais je dois également remercier le travail qui a été fait par notre secrétariat, surtout par Madame Maricène, qui a fait des notes qu'il fallait, qui a fait le suivi, et Monsieur Bruno Manzan également, qui a contribué à ce travail-là. Donc, je m'excuse pour le professeur Cherche, qui n'a pas eu le loisir, n'a pas eu une bonne connexion dans ouvert sur ce thème très important. Je rends la parole au président de séance pour clôturer. Il est très tard et nous sommes vendredi. Merci, monsieur le commissaire Hatem. Le président est absent pour quelques instants, donc il m'a remis la parole et il m'a demandé de poursuivre les activités prévues dans l'agenda. Alors, je pense qu'il a dû y avoir un arrangement entre les interprètes et le secrétariat. Nous allons donc poursuivre les activités prévues au titre du point 6. Et avant même, je voudrais également vous remercier pour cet excellent panel. Alors, au titre du point 6, nous avons 3 rapports normalement qui doivent être présentés. Je ne sais pas si on pourra avoir la présentation des 3 rapports, mais très rapidement, je vais passer la parole au commissaire Derceau. Madame la vice-présidente, excusez-moi, il est 1h30 et nous sommes vendredi. C'est pas possible, on ne peut pas continuer. Le président m'a dit de continuer. Bon, maintenant… Non, le président, il dit ce qu'il veut, mais il y a un agenda et un horaire. Je m'excuse, c'est un point d'ordre que je soulève. Oui, je vous comprends, je sais. Mais le problème, c'est que je n'ai pas reçu d'instruction également du secrétariat. Il s'en va, c'est pas possible. C'est pas possible. Le panel a été retardé d'1h15. Oui, je sais, nous sommes très en retard. Et nous avons dû attendre à écouter. C'est pas possible, madame la vice-présidente. D'accord, bon, écoute, oui, d'accord. Écoutez, s'il y a un consensus parmi les commissaires pour qu'on arrête la séance aujourd'hui et qu'on reporte la lecture, la présentation des 3 autres rapports pour demain, je m'en tiendrai à la position de la majorité. Madame Janet, vous avez… Vous avez pris des obligations, vous-même et lui, avec la FIDH dans 1 heure. Oui, mais la FIDH, on leur a dit qu'on reportait le panel, Monsieur Hatem. Alors, on leur a dit que ce n'était pas possible et que lui-même n'avait pas été averti sur ce panel. Il n'avait pas reçu de message. Madame Janet, vous voulez prendre la parole très rapidement. Commissaire Janet. Yes, Vice Chair, with due respect, I think today is Friday, and I think we had taken a decision a long time ago that on Friday, we respect the rights of Muslims to go and pray. So I think it will be unreasonable to expect that we will stay. Oui. And moreover, we're in Ramadan. As we know, this is the last Friday of Ramadan, and we have our obligations. So I do agree with Commissioner Hatem that we should adjourn at this point and resume tomorrow, and we'll continue with the report. This is my view. Thank you. D'accord, très bien. Je suppose que M. Idrissa Sow s'inscrit également dans la même… Oui, Madame la Présidente, je voudrais très respectueusement vous demander de suspendre les travaux. Oui, je sais. J'appuie la proposition de… Oui, d'accord. Moi aussi, de toute façon, je pense que l'on va arrêter là pour aujourd'hui et on reviendra demain avec la présentation des 5 rapports. Je crois qu'il nous reste 5 ou 6 rapports à présenter et nous aurons l'occasion peut-être demain de prendre un peu plus de temps pour la session. Voilà, donc je vous remercie tous et effectivement, nous avons tous des obligations religieuses, notamment pour les musulmans et comme l'a dit Madame Janet, c'est le dernier jour du Ramadan et nous avons beaucoup de choses à préparer avant la fête de l'Aïd. Voilà, je vous remercie à tous, bonne pensée et nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup. Merci aux participants qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Au revoir.